Que font les premiers de la classe en marketing digital? C'est une question que se posent beaucoup de marques, car elles savent que pas mal de bonnes réponses aux grands enjeux de la croissance en ligne sont hautement généralisables. Et je vous confirme que la plupart du temps, quand vous avez identifié un concurrent ou une entreprise qui partage plusieurs caractéristiques communes avec vous, il y a de fortes chances pour que ce qui fonctionne chez lui fonctionne aussi chez vous. Ça, je le sais parce qu'avec Kudak, mon agence, on pilote les stratégies publicitaires en ligne de plus d'une centaine de marques, dont pas mal que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. En fait, une façon simple d'appréhender la croissance, c'est de voir ça comme une bataille contre l'ignorance. Il existe un certain nombre de choses que vous devez savoir sur vos clients, la stratégie publicitaire, le CRM, et la courbe de croissance d'une boîte est souvent une fonction d'à quel point est-ce qu'elle est capable de les apprendre rapidement. Et bien dans cette vidéo, je vais faire en sorte de vous faire gagner un peu de temps. Je vous ai synthétisé les réponses de ces fameux premiers de la classe sur 19 grands sujets de la croissance en ligne. Il y en a pour toutes les industries et pour toutes les tailles de boîtes. J'ai fait en sorte d'isoler ce qu'ils disent eux-mêmes avoir été les choses qui les ont plus aidés à grossir, pour vous en faire un petit manuel un peu long quand même. Ça fera office en même temps de courte introduction au genre de recos qu'on vous ferait si jamais vous devenez client Kudak. Car on intervient aussi beaucoup sur tous ces sujets qui sont extérieurs à la publicité en ligne d'apparence, tout en y étant très liés, vous allez le voir. Comme d'habitude, j'interviendrai de façon ponctuelle pour vous commenter ces recommandations. Si après le visionnage de cette vidéo vous avez encore des galères, alors là vous pouvez réserver un appel de découverte. On fera en sorte de vous proposer les meilleures solutions possibles. Maintenant, on va pouvoir démarrer cette vidéo avec le premier sujet qui est la gestion du calendrier commercial. Et juste avant, je vous précise que, comme d'habitude, encore une fois, je vous ai récapitulé tous les insights de cette vidéo dans une cheat sheet qui est téléchargeable en description. C'est parti pour le point numéro 1. Alors, dans ce premier point, vous allez découvrir des insights issus de marques comme Eden Park, Delsey, EasyCash, Boku, Getaround et bien plus, sur une thématique en particulier qui leur a permis de débloquer pas mal de chiffre d'affaires, c'est d'organiser leur stratégie d'acquisition autour de leur pic de demande client. On dit souvent chez Kudak que faire de la pub, c'est accompagner la demande, ou alors que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une plus grande voile quand il y a du vent que de ramer plus fort quand la mer est calme. Et bien maintenant, on va voir les actions concrètes mises en place par ces e-commerçants pour s'appuyer dessus. Dans cette partie, vous verrez comment les premiers de classe identifient les temps forts et s'y préparent d'un point de vue offre et stratégie média. Je t'apprends rien du tout, on est sur un business qui est saisonnier. Les gens voyagent beaucoup plus pendant les vacances scolaires, début d'été. Et là, sur Q4 aussi, c'est plutôt une bonne période pour nous. Sur la valise, les mois qui sont un petit peu en dessous, c'est, je dirais, février, mars, avril. Et octobre aussi. Mais octobre, c'est un peu pareil sur tous les business. Octobre, c'est le mois qui précède le Black Friday. Donc en général, nous, ce qu'on faisait, on faisait de la conversion, par exemple, sur octobre, et on a arrêté, en fait. On a arrêté parce que les gens ne sont pas dans une optique d'achat. Ils ont pas une intention d'achat à ce moment-là, et donc on s'est pas mal cassé la gueule à essayer de faire absolument de la conversion sur le mois d'octobre, alors que ce qu'il fallait faire, en fait, c'était nourrir une audience, faire du branding, aller un peu plus haut dans le funnel pour essayer de ramener les gens sur le site, essayer de leur faire connaître la marque et venir avec une grosse puissance de frappe en novembre pour essayer de convertir. Donc ça, c'est hyper important et je vois que c'est une erreur que beaucoup de boîtes font et que nous aussi on a fait, de vouloir sortir un peu de la saisonnalité, mais il faut que tu comprennes en fait que ta boîte, elle a une saisonnalité et si tu essayes un peu de la faire sortir de cette saisonnalité, bah, tu vas juste réduire ta rentabilité. Il y a tous les événements calendaires qui sont juste gravés dans le marbre et que voilà, on a les soldes, on a maintenant le Black Friday, les French Day, on a vraiment ces opérations-là, qui sont figées, qui existent, qui sont mémorisées et qui sont, quoi qu'il arrive, chaque année reconduites. Et voilà. Après, c'est nous, en fonction de l'activité, en fonction des stocks qu'on va rentrer, en fonction de la vie. On a affronté le Covid, on a affronté des choses comme ça. Donc c'est tous ces petits éléments qui ensuite nous permettent de dire bon à telle période de l'année, là on va faire une action commerciale. Peut-être qu'elle va être que e-shop, peut-être qu'elle va être boutique et e-shop. Voilà. C'est de se dire bon ce mois-ci on a rentré je sais pas tel volume de telle marque. On va faire une opération commerciale sur cette marque parce qu'on a de la profondeur de stock, parce qu'on a du volume. Ou alors à contrario, on va faire un prix réduit sur telle marque ou sur tel produit de telle saison parce que c'est les fins de série, il en reste que quelques-uns, il faut les vendre et on passe à un autre stock. C'est en fonction un peu de tout ça où nous on vient intercaler des offres commerciales en parallèle des offres Black Friday, French Day, soldes privés. Salut, c'est Théo, je te fais une courte interruption. Chez Kudak, on a une équipe de 60 personnes qui accompagnent les marques pour atteindre leur business plan digital via les bonnes méthodes de media buying, une réflexion publicitaire faite par des creative stratégistes et une expertise tracking qui est le nerf de la guerre à notre ère d'internet. On est partenaire premium de toutes les régies digitales, ce qui nous permet de bénéficier en avant-première des nouveautés et d'en faire bénéficier nos clients. Si jamais tu veux en savoir plus, nos experts Kudak proposent des audits qui te permettent de répondre à la question est-ce que tu es à jour par rapport aux bonnes pratiques de ton marché, ou alors est-ce que tu passes à côté d'une opportunité de croissance facile. Tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en bio, il suffit juste de dépenser plus que 5 000 € par mois en publicité, ou alors de faire plus que
presque 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, je laisse nos clients te dire ce qu'ils pensent de nous. On a eu des super performances parce que forcément les créas étaient adaptés parfaitement à la plateforme. L'accompagnement, il est vraiment top. On est à plus 30%. Kudak s'est toujours montré force de proposition et c'est très plaisant. On performe très bien sur les réseaux et sur Internet. On commence à essayer de faire des choses et très rapidement arrive le Black Friday. C'est un événement phare sur tous les e-commerçants. Et là, juste en parlant déjà avec mon équipe, c'est gros stress pour mettre les promotions Black Friday. Donc on se dit, attends, on va le faire la veille, le soir, on va essayer de mettre les remises, plutôt que de se lever tôt le matin et de voir que ça marche pas. Bah, finalement, on passe presque 4-5 heures à essayer de mettre les remises parce que ça fonctionnait pas, parce qu'on n'arrivait pas, il y avait trop d'informations d'un coup. Difficulté à administrer ce site-là. Et 2, le Black Friday est lancé, et bah, y a du trafic qui arrive, c'est génial, on fait nos newsletters, ça marche, mais par contre le site il réagit plus. Donc là tu te rends compte, je viens d'arriver depuis 1 mois, tout le monde me dit le site il est en décroissance depuis 2-3 mois, parce que forcément la personne est partie, donc une fois que la personne part, bah, y a un peu moins d'intérêt, enfin quand il y a un changement de personne, un changement de responsable, bah, forcément il y a un peu une perte d'activité. Donc tout le monde attend ce Black Friday que moi j'arrive et que je montre que ça marche, et bah non, on prend ce jour-là, c'est cata. Pendant 5 heures, le site, il marche pas. Et on fait pas le site et le chiffre d'affaires espéré, quoi. Moi, je viens de passer mon Black Friday où c'est un plouf global. Bah, je décide quand même de faire des pubs pour Noël. Mais là, on les fait nous-mêmes. Il n'y a pas d'agence, il n'y a rien du tout. On prend des visuels et on se dit, on fait des pubs. On voit comment ça réagit. Mais on dépense tout petit budget. Enfin, je vois surtout qu'il y a un ROS qui est monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'est bien plus que 10. Parce qu'il y avait une attente, il n'y avait rien qui était à ce moment-là. Donc on a un ROS qui est très fort et surtout je me rends compte à ce moment-là qu'Edenpark est une très très grosse marque cadeau. C'est-à-dire qu'à Noël et en fête des pères, on explose en chiffre d'affaires. Donc 1, je la fais au bon moment. Et 2, il y avait une attente et surtout j'ai pas un budget qui est énorme, donc j'ai un ROS qui est énorme dès le début. Donc je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. J'allais demander quelles étaient les grandes variables que vous testiez, donc livraison, prix. Livraison, prix, offre aussi. Ouais. Différents placements d'offres avec différents blogs, différentes sections sur ton site web. Est-ce que le gifting fonctionne mieux pour toi? Est-ce que la promotion va mieux fonctionner? Est-ce que la livraison offerte va mieux fonctionner? Est-ce que l'extension de garantie gratuite? Comment le savoir? Et bah tu le testes. On a proposé une époque les frais de port offerts. Tu dis ok, les frais de port, tu les offres, mais tu les offres dans quelles conditions? Généralement, tu prends ton panier moyen, tu mets un petit plus et hop, tu les offres. Bon, bah si ton panier moyen, il est de 100 €, tu te dis ok, on va les offrir à 120 €. Est-ce que ça a du sens? Bah en vrai non, pas du tout. Ton panier médian, lui, il est à, on va dire, une 50aine d'euros. Donc tu te dis ok, tu vas le mettre à peut-être 60. Et ça a plus de sens. Parce qu'en fait, ton panier médian, il est plus représentatif de ta commande lambda, si on peut dire, que ton panier moyen. Pourquoi chez nous c'est comme ça? Bah, comme je l'ai dit, en fait, tu as ton panier moyen qui est poussé par tous les produits qui coûtent cher. Tu vois, un iPhone, il va te coûter peut-être 500 €. Forcément, ça t'augmente ton panier moyen, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça le tire vers plus de 100 €. Mais est-ce que ce que tu vends le plus, c'est des iPhones en termes de quantité de transactions? Bah non, chez nous, c'est plutôt des jeux vidéo. Tu dis, ok, un jeu vidéo, en moyenne, tu es à 15 € d'occasion, du coup. Donc c'est vrai que ça peut paraître pas cher, mais bah, chez nous, c'est comme ça. Et en fait, vu que tu vends plus de jeux, tu te dis que en fait, ce que tu vas pousser, c'est plus les personnes qui ont acheté peut-être 2 jeux, tu vois, qu'en ont pour 30 €, qu'en ont pour 40 €, 50 €. Et c'est eux que tu vas essayer de pousser à en prendre peut-être un de plus pour avoir les frais de port offerts. Donc ça, c'est un truc qu'on avait mis en place, qu'on a retiré finalement parce que on s'est aperçu que dans le temps, ça avait assez peu de valeur d'offrir les frais de port. Ça nous coûtait beaucoup plus que ça nous rapportait. Ouais. Finalement, quand on l'explique, ça paraît assez intuitif et assez basique, mais de vraiment comprendre entre le moment où les gens s'inscrivent, déposent leur email, combien de temps en moyenne ils mettent pour faire l'achat, et donc du coup de maximiser la pression parce que ils sont dans une phase de décision où probablement ils vous comparent avec les autres concurrents. Et puis ça peut aussi te guider sur la partie coupon. C'est-à-dire que souvent, beaucoup vont te donner un coupon directement en disant vas-y, on va dire tout de suite un coupon. Mais en fait, non, il est encore t'as pas besoin, t'as pas besoin, il est juste dans une période de réflexion. C'est pas qu'il veut pas acheter, c'est juste qu'en fait, il a fait la recherche vite fait dans le métro pour benchmarker et en fait, de toute façon, au bout de 3 jours, il allait acheter, etc. Et du coup, sur la stratégie de coupon, ça te permet de te dire, en fait, quand les gens qui, quoi qu'il arrive, allaient acheter, ont acheté sur la période, après, je peux mettre le coupon, tu vois, pour vraiment les derniers qui hésitent et tout,
pour éviter de juste perdre de la marge sur les autres? Chaque année, et on n'est pas les seuls, on n'investit jamais suffisamment en leads. Jamais. On se dit toujours qu'on paye trop cher, on a toujours peur d'aller chercher plus, alors que quand on regarde les chiffres après, on se dit mais putain, mais on pouvait aller chercher plus, finalement on a été suffisamment rentable. Et donc le conseil que moi j'ai à donner, pour l'avoir fait déjà 2 fois en me trompant un petit peu on va dire, c'est bien calculer quel montant maximum je peux dépenser pour récolter un lead. Ça peut être 8, 10, 12, 20, 30, 40 euros, ça dépend en fonction des boîtes, du PM et tout ça. Mais chaque année, on a un peu peur. On a sorti 50K, 100K en génération de leads, on les a payés cher, on a un petit peu peur, on retire le pied de la pédale. Mais en fait, on a tendance à oublier que oui, ces leads-là, on va les convertir sur le mois de BFCM, mais pas que. Derrière Noël aussi. Et on s'était cantonné en fait à mesurer au début la rentabilité de nos leads et les ROI des campagnes sur le mois de novembre. Alors qu'en fait, quand tu fais une analyse à 3, 4, 5 mois, en fait, tu vois que tu es encore plus rentable que ce que tu imaginais. Donc si on récapitule, gérer son calendrier commercial, c'est connaître ses temps forts naturels. On achète par exemple des valises avant de partir en vacances, et commerciaux, exemple Black Friday. Et ensuite de régler en amont des éléments clés, comme le format de la promo s'il y en a une, ou la combinaison des produits, le tout en s'assurant que ça serve l'objectif fondamental dans le marketing digital, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Maintenant, on va pouvoir passer à un sujet qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, c'est celui de la mesure de la performance. J'ai déjà beaucoup parlé des biais qui se situent dans le CPA ou le ROS platform, notamment dans cette vidéo qui est un peu la version ads de la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc je vais pas forcément revenir dessus en détail. Au programme de cette partie, on va voir comment éviter les pièges posés par les métriques plateformes, comment se mettre en conformité avec l'état de l'art du tracking, et comment donner une réponse la plus satisfaisante possible aux 2 grands sujets de l'acquisition client, à savoir l'incrémentalité et l'attribution. Un autre cas qui est très fréquent, c'est toutes les personnes qui ne raisonnent que par le marketing traqué. Alors, est-ce qu'il y a des conversions traquées? Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et voilà, ça, généralement, ça mène dans l'impasse parce que une des raisons pour lesquelles beaucoup d'annonceurs sont bloqués, ils n'arrivent pas à dépenser plus, c'est parce qu'ils investissent à fond sur le bas de funnel. Pourquoi? Parce qu'ils disent mon CPA est bon, je continue d'investir. Et ils remettent jamais ça en question. Ça, c'est un vrai problème et c'est une impasse. Ça fait qu'il y a des boîtes qui restent des mois, parfois des années dans l'impasse parce qu'ils sont prisonniers du CPA dans la plateforme. Il faut CPA, sans regarder la top line, le CA, est-ce que ça progresse ou pas. Ça, c'est un autre cas qui pose vraiment problème. Je te fais une courte interruption pour te parler du partenaire de cette vidéo, Simyo. Est-ce que tu savais que le ROI moyen d'une campagne WhatsApp pour un e-commerçant, c'est 30? T'as bien entendu. Ça s'explique pour une raison mathématique très simple, c'est que le taux d'ouverture d'un message, c'est 90%, versus 17% en moyenne pour un email classique. Simyo, c'est une solution qui permet aux e-commerçants d'activer WhatsApp comme un nouveau canal marketing et CRM, de façon totalement intégrée à Shopify, Klaviyo, Yotpo, Gorgias, etc. Ça a été monté par Tiffen, une de mes anciennes camarades d'HEC, et il travaille déjà avec une centaine de marques, comme Balzac, Balibaris, Rouge, Delab, etc. Il bosse aussi beaucoup en collaboration avec la Standardicom, l'agence CRM du groupe Kodak. Simyo, ça permet d'envoyer des automations, comme des relances de paniers abandonnés, des welcome flow, des back in stock, et des campagnes ponctuelles, comme pour le Black Friday par exemple. Tout ça sur WhatsApp. La collecte de contacts se fait dans une pop-up, exactement comme la collecte d'email. Souvent même on le demande juste après. Et ensuite, t'es sur le WhatsApp de tes clients. Et par exemple, la Standardicom a remarqué qu'avec WhatsApp, c'était plus de 2,3 fois le nombre de paniers abandonnés récupérés qu'en email uniquement. Ça a permis aussi notamment à SoShape d'obtenir un ROI de 98 sur une campagne de paniers abandonnés, avec une moyenne de 17,8 € par conversation engagée quand même. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit de réserver une démo, ils te font le setup et c'est parti. En plus, t'as moins 10% pendant un an si jamais tu passes par le lien en description. Merci Simyo d'être le partenaire de cette vidéo, on retourne aux affaires. GA4, on l'a pas mal rodé et on a mis en place des choses qui font qu'aujourd'hui les données, on est franchement pas mal. Et on est vraiment très très proche de la réalité. Je pense notamment au Consent Mode V2 qu'on a mis en place il y a quelques mois. Tu peux expliquer ce que c'est pour les auditeurs? Ouais, bien sûr. Consent Mode V2, alors je suis pas techos, mais bon, j'ai participé à ça. Alors pour info, on l'a mis en place avec notre agence de dev. Quand tu l'as pas, si un visiteur refuse les cookies, c'est opaque. C'est-à-dire que les données ensuite qui suivent, tu n'as rien du tout, quoi. Consent Mode V2, ce que ça permet de faire, c'est d'envoyer un hit en disant cette personne-là a refusé les cookies. Ça paraît con, mais ce truc-là, il change tout. Pourquoi il change tout? Parce que dans GA4, tu as une option qui te permet d'activer la modélisation des données. Modélisation des données, c'est-à-dire qu'il va utiliser les données qu'il a. Donc nous, c'est à peu près 70% de données sur lesquelles il récupère tout. Il récupère les sessions, voilà, s'il y a eu un achat, etc., etc. Mais vu qu'il sait qu'il y a 30%, avec ce petit hit qu'il a envoyé, il sait qu'il y a 30% de données qu'il n'a pas, il va utiliser tout ce qu'il a pour combler ce qu'il n'a pas. Ça, c'est la modélisation des données qui est permise par le Consent Mode V2. Et là, en fait, on arrive à un 100% de données qui est modélisé, parce qu'on n'a que les 70,
mais il modélise un 100%. Mais après, tu as la question qu'on n'a jamais voulu se poser et que j'ai jamais voulu ouvrir parce que c'est une galère sans nom, c'est tous les sujets d'attribution, marketing. Quand je dis attribution, c'est attribution des sources, hein, en amont de le lead est généré, dans quelle mesure l'organique contribue, dans quelle mesure le social ads contribue, dans quelle mesure ton pay ads, ton search ads contribue. Là, on va devoir aborder ce sujet cette année. Parce que quand tu investis beaucoup plus sur du display, quand tu investis beaucoup plus sur de la notoriété, évidemment que la part des leads qui sont traqués aujourd'hui en last click, donc le dernier canal qui a généré la conversion, c'est trop facile de dire non mais grâce à Meta on a généré tant ou grâce à Google Ads on a généré tant. Quand tu commences à analyser, t'as aucun, surtout en B2B, d'autant plus en B2B, t'as aucune personne. Enfin, on adorait, nous, côté équipe growth et côté Scalo, de se dire il arrive, il a cherché logiciel RH restaurant, il a cliqué sur Google Ads, il a fait son lead. En fait, c'est pas du tout ça. Il a entendu parler de nous dans la presse ou dans un salon, il est venu consommer un contenu en organique, il a téléchargé un simulateur pour faire des calculs dans son resto. 3 mois après, il a fait une recherche, il est tombé sur nous, il est allé sur Insta, il a vu un témoignage et in fine, il revient sur le website, sur la homepage. Mais en fait, t'as une complexité du multicanal et du multi-device en plus qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas, enfin là, on le fait encore, mais tu peux pas uniquement te contenter du last click. Donc c'est pour ça que c'est logique aussi de se dire ça fonctionne hyper bien, il faut mettre 100 000 balles demain sur la table. Faut faire attention parce que le last click c'est un peu la face immergée de l'iceberg, mais si tu regardes que ça, tu vois pas tous les efforts contributifs des canaux autres. On a des équipes qui vendent déjà un produit, qui le vendent bien. Comment on peut aller chercher plus? Ça permet dans la durée d'aller chercher de l'incrémental, d'aller détecter en fait des personnes qu'on n'aurait pas réussi à détecter par téléphone, qu'on n'aurait pas rencontré dans des salons par exemple, ou via des partenariats. Donc en fait la démarche de paid, et particulièrement sur Google, qui est encore aujourd'hui le premier canal chez nous en investissement publicitaire, permet d'aller chercher les personnes intentionnistes. Et quand tu es sur un marché finalement pas si concurrentiel que ça, enfin il l'est par nature et par définition, il y a d'autres acteurs qui le font et on est en concurrence sur Google Ads et sur Meta, mais on est quand même moins en concurrence que des assureurs, que les marchés qui sont vraiment trustés sur Google Ads où tu vas payer ton clic 10, 20, 30 euros. On reste sur des CPC, sur des coûts par clic qui sont hyper intéressants pour notre business. Et derrière, tout l'enjeu, c'est vraiment d'arriver sur un parcours, donc sur un entonnoir qui convertisse le plus possible et le plus rapidement possible pour ensuite passer le relais à nos équipes commerciales. Parce qu'on est encore très 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 sales-led, on est sur un produit qui se vend beaucoup par un accompagnement humain. On pense que ce lien très fort et cette expérience qu'on arrive à créer aujourd'hui chez Scalo, c'est compliqué, en tout cas aujourd'hui, de faire la même chose avec du 100% en autonomie, du 100% en self-service. Alors nous, ce qu'on regarde, du coup, on regarde le CPL, donc c'est la première étape quand la personne a rempli ses premières informations, son nom, son prénom. Donc ça reste un lead, donc ça on le traque. Et en effet, si la personne, elle part et elle quitte pas le funnel, enfin elle quitte le funnel, du coup, il y a un sales où on a un email de nurturing, etc. On a plusieurs stratégies en place en fonction des typologies de clients, etc. Mais par contre, on peut traquer jusqu'à ce qu'on appelle le self-acquisition ended, donc la signature du contrat. Et on est en train de faire des événements au milieu, parce que c'est vrai que du coup, en termes d'optimisation, si tu optimises sur juste la fin, t'as pas forcément assez de volume, donc pour les algorithmes, etc., c'est pas bon. Donc il faut quand même essayer de trouver un événement qui est quand même très quali, qui ressemble à finalement ton revenu, mais qui peut pas finalement être ton revenu parce que t'auras jamais assez de volume et donc tu pourras pas optimiser dessus. Mais il faut pas non plus que ce soit le début de funnel parce que ça sera pas quali. Donc faut toujours trouver cet entre-deux, cet event entre le lead et finalement le closing. Moi, ce que j'aimerais faire beaucoup plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dès que tu as une idée, tu veux tester Advantage Plus, tu veux tester des nouvelles features et t'es pas sûr, il faut pas les regarder dans l'attribution de Meta, il faut pas les regarder dans l'attribution en interne, il faut les regarder dans l'attribution de ton incrémentalité. C'est le seul moyen de prendre les bonnes décisions. Je vais bosser avec une agence de data science qui va faire ce qu'on appelle un GeoLift survey. Donc c'est une méthode qu'on est en train de construire ensemble, ils l'ont jamais fait, donc j'espère que ça va marcher. Mais globalement, l'idée c'est de dire, tu prends des codes postaux qui sont représentatifs de la France. Donc je sais pas, ils ont créé une liste sur la base de plein de data points. Et je crois que, c'est des codes postaux qui sont tagués par Google comme étant représentatifs de la France. Sur la moitié de ces codes postaux, tu vas balancer du YouTube. Sur la moitié de ces codes postaux, tu vas pas balancer du YouTube. Et à la fin, tu regardes comment ont évolué ton nombre de nouveaux clients sur les deux géographies. Et ça te permet de voir l'incrémentalité de YouTube. Parce qu'en fait, le gros challenge, je trouve, en media buying, c'est vraiment la question de l'attribution. Comment tu sais, vu que chaque plateforme va reporter son CAC de façon un peu différente, comment tu sais qu'est-ce qui est vraiment incrémental ou pas?
Aujourd'hui, on le fait d'une façon un peu artisanale qui est avec un post-purchase survey. On dit comment est-ce que vous avez entendu parler de nous et on attribue la vente à ce canal-là, mais en vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils nous ont connus sur TikTok, alors que TikTok, on met assez peu de budget dessus et on a un organique qui marche bien, mais je doute qu'en fait, il y ait beaucoup plus de gens qui nous connaissent via TikTok que via Facebook. Mais une de mes hypothèses, c'est juste que les gens qui voient un Reels pensent que c'est un TikTok, en tout cas, ou mélange, etc. Donc c'est vrai que le déclaratif, c'est pas parfait. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut réussir à prouver scientifiquement que tu as un effet incrémental d'une nouvelle plateforme? Donc, mesurer l'efficacité de ces investissements, c'est d'abord éviter le piège de piloter OCP à plateforme, tout en se mettant à niveau sur les grands sujets du tracking, comme le concept mode V2 ou le tracking server-side. Il faut ensuite se construire une conviction simple sur la contribution de chaque canal dans son mix marketing, pour ne surtout pas se perdre dans les méandres de l'attribution, dont la complexité n'est pas nécessaire pour toutes les entreprises. Maintenant qu'on a vu comment mesurer l'efficacité d'un mix, on va voir ce qu'il faut mettre dedans. Et notamment, pourquoi est-ce qu'il est crucial de sortir du tout Google? Qu'est-ce qu'un équilibre sain entre le paid et l'organique, et la question de distribuer sur Amazon pour les e-commerçants. Souvent, dans l'écosystème marketing digital, je le compare souvent à une équipe de foot. Et mon histoire, je te la racontais, elle est nulle, mais alors j'aime beaucoup le foot, mais certains gens ne comprennent pas le marketing, et du coup, quand je leur explique mon écosystème, je l'explique un peu comme ça. Je leur dis, voilà comment il est fabriqué chez moi. C'est un peu une équipe de foot, c'est-à-dire que, ça va partir du gardien, qui est ultra défensif, qui va limite défendre un peu ta boîte. Là, je vais mettre du SIA défensif sur mon nom. Donc là, je vais faire du Google Ads et je vais défendre Eden Park. Parce qu'il y a toujours un petit malin qui va aller se placer sur Eden Park, la marque en elle-même, être devant moi. Moi, j'ai pas envie de ça. Donc c'est un petit budget de fond, mais tu vois, c'est mon gardien qui va être un peu garde la marque et protège tout. Après, j'ai ma ligne défensive où là, ça va être un peu plus long tail Eden Park, c'est-à-dire Polo, Homme, Eden Park. Ça aussi, j'ai envie de le défendre. Et j'ai envie que mon client, il arrive sur moi tout de suite. En parallèle, j'ai pas trop envie de payer Google Ads trop cher, donc je fais aussi du SEO pour me dire au moins sur ces mots-clés qui contiennent du Eden Park, je veux toujours être premier. Ça, c'est ma défense. Je veux que personne aille là-dessus. Après, j'ai mon milieu, c'est eux qui vont commencer à activer les choses et à faire que ça parle de moi et que ça joue. Là, il va y avoir du méta, il va y avoir du Google Ads aussi, mais un peu plus large. Polo homme, polo homme rouge, etc. Meta, bien évidemment, va être presque l'animateur de tout ça pour aller chercher de la nouvelle clientèle et ouvrir une audience qui est énorme. Parce que l'avantage de Meta, c'est que tu peux un peu cibler ton audience et aller très large. Puis après, tu arrives sur l'attaque, où là, tu vas avoir un peu le retargeting, donc un peu avec Meta, qui va te permettre de retargeter. Et puis, tu as le buteur final qui est ta relance panier avec ton marketing automation. Et en fait, le client a besoin de tout ça, selon moi, pour acheter la finalité parce qu'il va certainement te connaître avec Facebook. Après, il va peut-être faire le client que j'adore qui fait Polo Eden Park et qui va acheter. Donc, il va se retrouver sur Google. Là, j'ai bien défendu, il va acheter, donc il va très bien faire le taf. Mais il y a le mec qui est resté sur Facebook. Il va être retargeté, peut-être sur du Criteo ou alors sur un Facebook derrière. Il va rentrer son adresse postale dans mon CRM. Moi, je vais lui renvoyer un mail. Puis le final, c'est que je vais lui faire un abandon panier. Et puis en plus de ça, il m'aura vu sur Instagram avec une influenceuse ou n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est tout mon écosystème. Et là, je sais qui va acheter. Quand j'arrive, on fait du SEO. Je suis recruté pour ça, en acquisition. Mais en ads, il y a finalement pratiquement que le SEO. On fait quasiment que du Google Ads. Sachant que quand tu veux communiquer sur une image de marque, et nous, c'était ça aussi l'objectif. Quand je suis arrivé, c'était énormément ce travail-là. C'est difficile. C'est-à-dire que tu apparais dans les résultats de Google, mais tu n'as aucun branding associé à ça. Donc la limite, pour moi, elle était vraiment là. Et quand je suis arrivé, même si j'étais recruté pour du SEO, c'est une des choses que j'ai essayé de pousser en premier. C'est du méta, en tout cas du social ads. Méta, on sait que généralement, tu commences par ça pour communiquer sur tout ton aspect de marque, quoi. Et puis après, on était à l'époque du Facebook Ads où tout était facile et merveilleux, donc franchement on a quasiment fait que ça pendant encore quelques mois. Et puis comme toute boîte qui grandit, en fait finalement je trouve que progressivement on a élargi le scope, c'est-à-dire que il y a eu Facebook et puis il y a eu Google et puis on a commencé à investir plus sur les SEO et puis il y avait de l'influence, on y allait et puis on se ratait, parfois on réussissait, on revenait, enfin bref, on jouait un peu avec tout ça, l'affiliation, bref, on a commencé à être très 360 pour pas être dépendant d'un levier, aussi parce qu'il y a des leviers qui avaient beaucoup moins de succès qu'ils ont eu un moment, enfin vous connaissez bien les sujets notamment sur Meta où j'ai vu mon CAC à un moment quadrupler sur un fameux mois, donc ouais, il a fallu se réinventer. Alors du coup, nous chez Payfit, on a à peu près 50% d'organique. Le reste, c'est du payant. Et ensuite, dans les canaux payants, on a comme beaucoup d'acteurs B2C, 80%, c'est du paid search. Donc quand je dis paid search, ça inclut Performance Max.
Et le reste, c'est à peu près similaire entre Meta, LinkedIn et l'affiliation. Mais ouais, nous, on était focus à fond sur notre site internet et Amazon, c'était pas du tout un sujet. Pour nous, c'était, bon, on met les produits sur Amazon parce qu'il faut les mettre et ça nous sert bien pour la partie logistique de notre site, mais on était absolument concentré sur le site internet quand des acteurs, eux, sont lancés en Amazon First et au final, soit leur site n'existait même pas, soit en fait, c'était laissé sur le côté parce que Amazon était en train de percer et qu'en étant bien référencé sur Amazon à une époque où il y avait moins de concurrence, forcément, c'était plus facile d'éclore. Et donc, pourquoi Amazon ? Parce que c'est un autre canal où je vais me faire connaître par d'autres gens, où je vais m'adresser à une autre cible, où les gens qui vont chercher des éponges ou des éponges lavables vont me connaître. C'est aussi en vision plus long terme, où mon but, c'est quand même de m'internationaliser à un moment et pas dans 8 ans. Et que le moyen le plus rapide et efficace de tester un marché, à mon sens, ça reste Amazon. Pour faire simple, un mix marketing, ça se construit de bas en haut. On commence par les conversions faciles, en search, puis on construit par-dessus en push avec du social. Et la diversification vers autre chose intervient soit quand on a atteint un plateau, soit quand on veut se protéger de la volatilité d'un canal. Paul en a très bien parlé dans sa dernière conférence au Kudak Tour, qui est disponible juste ici, qui s'intitule « Combien investir en ads ?» C'est la petite synthèse à la fin, où il explique comment construire un mix marketing. Si jamais vous voulez qu'on le fasse pour vous, c'est une des grosses poches de performance qu'on arrive à débloquer pour nos clients souvent, avec justement l'expérience de nos autres clients. Vous pouvez réserver un appel de découverte sur le lien en description pour discuter avec un expert qui vous donnera son avis sur votre mix marketing. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur un cas d'usage spécifique d'un mix, c'est le social, qui est souvent très présent chez les e-commerçants et dont le principal déterminant de performance est la créa. Nous allons voir comment créer une content factory, segmenter son discours par persona et sélectionner les bonnes métriques pour analyser la performance. Et des fois, t'as envie de te dire, je vais faire une économie sur mes créas. Parce que j'ai des belles photos, puis c'est pas compliqué de mettre un CTA au milieu de la photo, et tu te dis, ça me sert à rien que je dépense pas beaucoup d'argent, mais que je dépense de l'argent là-dessus, ça va se faire simplement. Mais en fait, il faut voir les choses d'une autre façon, c'est à dire, tu dépenses beaucoup d'argent, et si ta créa, en plus, elle transforme, qu'elle va correspondre à l'audience, qu'elle va correspondre à toutes les bonnes pratiques Facebook, t'as plus de chances que ton ROS soit plus fort, que tes clients viennent sur ton site internet et qu'ils achètent plus. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre et de prendre ce virage-là. Ils vont tous aller là où c'est le plus facile, c'est-à-dire sur Meta. Voilà, parce que le coût d'exposition est plus faible. Donc on s'est dit il faut essayer d'être plus fort que là-dessus. Donc on a musclé aussi nos équipes en interne avec une content factory pour avoir un taux de renouvellement de nos créas, nos copywriting qui soit vraiment élevé. Continuer à augmenter nos budgets régulièrement. Et tu dis créateur de contenu, vous avez genre un pool de personnes avec lesquelles vous bossez qui vous alimentent en contenu pour votre page. Ouais, qui nous alimentent, mais qui surtout vont suivre des cahiers des charges de ce qu'on va leur demander. Alors, je pense que c'est plus... Il y a des marques qui travaillent avec des créateurs de contenu en leur disant, voilà, on va vous envoyer des produits, mettez-les et envoyez-nous une vidéo. Nous, c'est pas du tout ça. C'est plus, en fait, des TikTokers qui sont pas des influenceurs. Pour moi, les TikTokers, c'est un petit peu différent. Qui sont des TikTokers qui font partie de notre équipe. Donc, on a une équipe de TikTokers avec qui on travaille régulièrement et qui nous font part des dernières trends. On échange avec eux dessus. On imagine comment on pourrait les mettre en place. On a des choses qui reviennent aussi un petit peu régulièrement sur nos comptes. Il y a pas longtemps, on les mettait devant la boutique. On leur disait, vous avez 30 secondes, vous prenez ce que vous voulez dans la boutique et vous sortez, quoi. Et là, tu rigoles parce que tu vois le mec qui se presse pas ou tu vois la meuf qui hurle et qui sait même plus quoi prendre. Et il y a vraiment des directions artistiques dans des marques qui se permettent pas tout ça parce qu'ils n'aiment pas descendre dans la rue. Nous, on a clairement décidé de descendre dans la rue. L'idée, c'est que on leur dit clairement, eux, ça leur donne une exposition aussi parce qu'on cherche pas des gens qui ont des millions d'abonnés ou autres. Hein. Ces gens-là, ils veulent essayer de se vendre, ils veulent essayer de placer, c'est pas ça. C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que tu as quand même aujourd'hui la possibilité d'avoir 2-3 millions de vues par semaine sur des vidéos. Donc, te mettre toi aussi en avant en tant que créateur de contenu, c'est win-win. Tu as tout intérêt à nous donner les bonnes trends, on a tout intérêt à partager avec toi les bonnes trends aussi, et à réfléchir. C'est-à-dire que même s'il y a une bonne trend qui est faite, il faut certains pouvoirs, tu vois. On a deux types de clients ou deux personas. Il y a une première catégorie de gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire un maximum d'économies. Ils veulent faire baisser leur facture d'électricité. Voilà, donc ce qu'ils privilégient, c'est la rentabilité. Et une deuxième partie de gens qui veulent faire ça à EDF. C'est un segment vraiment... C'est des gens qui recherchent l'autonomie, l'indépendance énergétique. Alors, on n'est pas loin du survivalisme, mais on n'y est pas totalement. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée-là, en fait. C'est-à-dire que si on pouvait se couper du réseau, ce serait pas mal. On estime que la répartition est pas loin d'être 50-50. Même si, dans un cas, le budget pour faire réaliser le rêve, il est un peu plus onéreux, quoi. Nos meilleurs concepts,
c'est donc tout ce qui est testimonials. Et on arrive à adapter les testimonials aussi en fonction du funnel. On a des testimonials YouTube qui sont très longs, une vingtaine de minutes, avec là où on pose beaucoup de questions aux clients qui est chez Payfit, etc. Comme on avait fait avec l'ARH de Kudak. Et ensuite, on en fait des capsules, donc sur des formats très courts, en 9/16e qu'on met sur Meta. C'est des formats qui se répliquent bien pour tout le funnel, qui fonctionnent très très bien. Et donc du coup, une itération, elle va dépendre de quelles sont les métriques qui performent bien sur ta créa. Typiquement, tu peux avoir des métriques où le hook rate est dégueulasse. Là, en effet, il faut changer le scroll stop. Donc mettre un truc un peu plus accrocheur ou quoi. Mais parfois, tu as des très bons hook rates, mais derrière, le hold rate est pas bon. Et là, ça te dit que tu dois retravailler les 15 secondes d'après. Et après, si tu as ces deux métriques-là qui sont bons, mais que ton CTR est pas bon, c'est que peut-être il faut un call to action plus tôt, ou que tu parles de ton produit plus tôt, parce qu'en fait, tu peux faire une vidéo très intéressante si tu parles pas du produit, en fait, les gens drop. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une Content Factory, c'est un actif hyper précieux, dans lequel il est très rentable d'investir. Pour en construire une bonne, ça implique de connaître ses clients de façon très fine, puis d'apprendre à produire en quantité les contenus que cette audience attend. Pour Payfit, c'est des témoignages clients, pour Eleven, c'est des UGC sur TikTok. Et enfin, d'être capable d'en tirer des enseignements en regardant les bonnes datas, qui vont derrière orienter la salve suivante de créa. Tout ce process, c'est exactement ce que fait notre agence créa, qui s'appelle Le Labo, et qui est spécialisée en publicité à destination des campagnes d'acquisition. Ils interviennent en conseil et en production pour faire en sorte que votre Content Factory produise des choses qui fassent vraiment la différence sur vos campagnes. Vous pouvez réserver un appel de découverte sur le second lien en description. Maintenant, on va pouvoir rentrer en détail sur quelques bonnes pratiques en acquisition Google et Meta. Bon, après, au bout d'un moment, oui, t'arrives à saturation. D'ailleurs, quand t'arrives à un certain niveau de maturité sur les plus gros canaux, après, les CAC, peut-être si t'augmentes les budgets, les CAC explosent. Et ça, après, de toute façon, je pense que l'équipe le comprend. Il suffit d'expliquer et de travailler justement sur l'efficacité marketing. Que tu vois, à un moment, les 50 000 € de budget qu'on rajoute en plus, en fait, le CAC sur cet incrément, il est tellement important qu'en fait, ça sert à rien. Et en fait, les autres canaux, soit ils sont trop petits. Ça, c'est un truc que, pour le coup, j'ai pas mal travaillé, c'est que quand t'as des canaux qui sont très forts avec des très gros volumes, en fait, aller lancer un nouveau canal qui va représenter max 5% de tout ce que t'as, en fait, des fois, ça vaut pas le coup, en fait, parce que tu vas te disperser, et en fait, c'est pas très scalable, il y a pas des gros volumes, etc., pas trop de profondeur de marché. Comme dans tous les canaux, il faut faire attention avec tous les produits méta, notamment Advantage+. Je pense que l'IA, etc., tous ces trucs-là, c'est génial, mais il faut jamais hésiter à challenger la machine et à toujours tester. Nous, on a fait pas mal de tests où on a testé les audiences Advantage+, avec des audiences qu'on a en interne, juste des lookalike basiques sur nos clients, 1%, VSB, etc., par exemple, versus du Advantage+. Et on a quand même des bien meilleurs perfs. Alors peut-être qu'en effet, en termes de scalabilité, ça sera beaucoup plus réduit, mais on arrive à avoir des coûts d'acquisition qui sont hyper intéressants. Donc, on essaye quand même énormément de challenger les produits un peu natifs. Pareil, en tout ce qui est Advantage+, placement, etc., ne jamais faire confiance à ce que la machine dit. Si elle dit, bon, voilà, tu vas le mettre Reels et Stories et Newsfeed en même temps et avec Audience Network et ça va être génial, ça va trop bien marcher. Non, en fait, essaye de les séparer. Vois, est-ce que tu peux pas diviser tes coûts d'acquisition? Va regarder dans tes reporting, il est à combien ton CPL sur justement ces placements en standalone, et peut-être que si t'es 3 fois moins cher et que tu fais une campagne dédiée en standalone sur juste ce placement, peut-être que tu vas diviser tes coûts d'acquisition par 3. Donc, faut quand même essayer, c'est bien les utiliser, mais il faut les challenger. Ce qu'on essaye de faire énormément chez Meta. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il y a eu l'émergence des solutions un peu d'AI, type ASC. Donc, il y a PMax pour Google, il y a ASC pour Facebook, qui sont des solutions où, en gros, Facebook, Google te disent, t'inquiète, on optimise tout pour toi avec de l'AI et ça va avoir des meilleures performances. Je pense qu'il y a un peu d'esbrouf là-dedans. C'est aussi une façon pour eux de refouguer leur inventaire de placements un peu dégueulasses. Et je pense qu'il y a des sujets d'attribution, comme tu utilises le business manager pour faire ton attribution. En fait, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes d'attribution de chiffres et que il y avait des conversions qui auraient dû être attribuées à la CBO qui passaient dans la SC, qui faisaient qu'on avait l'impression que la SC était beaucoup mieux. Mais là, on a fait le test de la couper et en fait, ça a beaucoup mieux marché. Donc, je pense que deuxième gros learning, c'est pas faire trop confiance aux plateformes sur leurs innovations et surtout sur les chiffres qu'elles reportent, et essayer d'aller creuser avec tes propres chiffres. Le marché en SIA, c'est les requêtes, le volume de requêtes. Donc là, j'ai crunché un peu toute la donnée, exploré toutes les requêtes qu'on loupait, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment du gain facile à CAC constant. C'est juste aller être présente davantage sur l'ensemble des requêtes qui sont pertinentes pour Icasa. Et notamment, à l'époque, par exemple, sur les univers du bien-être, donc tout ce qui va être coiffure, massage,
et beauté à domicile. Je suis allée très très loin sur l'exploration de mots-clés qui n'étaient pas domicile. Donc en fait, juste quelqu'un qui tape esthéticienne à Paris, moi je considérais que c'était ultra pertinent. Et donc j'ai beaucoup accéléré là-dessus. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on avait un modèle qui était assez discriminant sur non-domicile versus domicile, où on disait que sur le domicile, il fallait avoir une rentabilité plus élevée puisque les gens sont plus engagés, etc. Moi j'ai fait une espèce de melting pot et en fait, peu importe, je veux avoir la même perf partout. Sinon c'est pas gérable déjà d'un point de vue gestion de compte, gestion de campagne, etc. Et puis ça nous permettait d'aller explorer sans risque le non-domicile, parce que évidemment quand on élargit le volume de requêtes, le volume d'impression, de clics, si on est prêt à accepter un CAC plus élevé, à la fin ça dégrade le CAC global. Donc moi j'ai beaucoup simplifié la structure de bidding. Élargissement des requêtes ciblées. En troisième point, je dirais, c'est rationalisation du compte. On avait quasiment une campagne par région. Donc on a dit marketplace, donc il y a une dimension de couverture géographique. Et là en fait, la géographie, je l'ai un peu fait sauter progressivement. Donc zone mature versus zone non mature. Mature, ça veut dire qu'on a une supply, donc on a un réseau de pros suffisamment conséquent. Et non mature, c'est que le réseau de pros est pas encore très grand, très profond. Et puis les clients nous connaissent encore peu. Donc en fait, on est prêt à dégrader la rentabilité dans un premier temps. Mais globalement, voilà, 2 zones. Simplification des zones versus 10 ou 15. Okay. Quand tu dis zone non mature, c'est les villes au sein de... Parce que vous avez aussi cette finesse-là. Exactement, bien sûr qu'on a cette finesse-là. Vous ne couvrez que certaines villes. Exactement. Aujourd'hui encore, on n'est pas présent dans toute la France. Enfin, on y arrive, hein, mais on est présent dans toutes les grosses villes françaises, mais pas l'intégralité du territoire. La première chose à faire si vous voulez avoir des bonnes performances publicitaires sur Meta, en sachant que vous avez, disons, ces 5000 conversions, ces 5000 achats qui tombent tous les mois sur votre site, c'est de partager des données avec Meta. C'est-à-dire que vous allez dire, mes 5000 clients, ils habitent ici, ils habitent là, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon tracking sur les différentes plateformes publicitaires. Et à quoi ça sert le tracking? Donc ça va permettre aux algorithmes, enfin des plateformes publicitaires, de voir tous vos clients, en fait de faire un profiling de vos clients. Il dit voilà, je prends les 5000 clients de ce mois-ci, je regarde globalement ils ont quel âge, globalement c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes, globalement ils habitent dans quel coin, etc., etc. Donc ça lui permet de mieux saisir qui est votre client type. Donc ça c'est une utilité du tracking, c'est de permettre aux plateformes publicitaires d'observer ce qui se passe et d'apprendre juste par l'observation de ce qui se passe sur votre site web. Et ça, vous avez tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum de conversions qui soient observées. Ça permettra à l'algorithme de mieux apprendre et d'apprendre plus vite. Et après, ça c'est les conversions observées. Et dans les conversions, toutes ces conversions-là qui sont observées, enfin en fait c'est des conversions qui sont traquées on va dire, et généralement toutes les conversions qui sont traquées, on va les ranger dans 2 catégories. Soit la conversion elle est juste observée, c'est-à-dire qu'on regarde de loin et Meta ou Google ou n'importe quelle plateforme n'a pas eu de rôle joué là-dedans, soit elle est attribuée. Soit Google ou Meta dit cette personne-là, je la reconnais, je sais que je lui ai montré ma pub, qu'elle a cliqué dessus, etc. Donc c'est grâce à moi que cette personne elle a acheté. Donc c'est pour ça que quand tu as un bon tracking, tu as d'une part les conversions attribuées, et c'est ça qui va servir au calcul du CPA, et tu as d'autre part les conversions observées. Et donc simplement, c'est important de prendre en compte que il faut que tu aies le maximum de conversions observées au total, parce que plus l'algo il a de données pour observer, plus il apprend vite. Et c'est ça qui est très important. La logique en acquisition, elle est très simple, c'est que l'augmentation des investissements en publicité révèle les fragilités d'une méthode. Et pour passer chaque palier, il faut passer un cap sur soit vos créas, votre façon de piloter ou de mesurer l'efficacité de vos investissements. Et plus globalement, tous les points précédents qu'on a vus dans cette vidéo. Donc là, normalement, vous avez toutes les armes pour générer un clic sur votre site internet. On va commencer à regarder ce qui se passe après. Ça s'appelle le CRO, Conversion Rate Optimization. En gros, toute la discipline qui consiste à générer une conversion avec une valeur élevée. Je vous ai fait une collection des meilleures choses qu'on m'ait dites à ce sujet sur la récolte de feedback client, l'offre, et même un point intéressant, c'est l'utilité d'une homepage dans le but de convertir un prospect. Quand tu baignes toute la journée dans un site, en plus avec la piscine, donc voilà, t'es en plein dedans, tu finis par plus voir forcément certaines choses, par plus voir forcément l'essentiel, parce que tu le connais par cœur. C'est-à-dire que limite, tu me bandes les yeux, je peux presque naviguer sur mon site. Mais du coup, le client, il a un regard qui est complètement différent. En plus, tu as le client régulier qui, lui, te voit tout le temps, va repérer des choses de longue date ou des choses récurrentes, ou voilà. Et tu as le client qui vient pour la première fois et qui a un avis tout neuf et qui va après chez plein d'autres concurrents et qui peut comparer, etc. Et moi, je trouve que la notion de relation client et la récolte d'avis, elle est capitale parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de grandir. Très souvent, on a des clients qui nous ont remonté un bug que nous-mêmes, on n'a pas décelé.
mais parce que c'est eux qui sont en train de naviguer. Nous, on est beaucoup sur des ordinateurs au travail. On navigue avec les ordinateurs, on travaille avec les ordinateurs. Mais 80% de nos clients sont sur des mobiles. Donc il y a des choses que tu vois pas forcément directement et que le client peut te remonter ou peut t'interpeller sur certaines choses, quoi. Nous, on sait, quand tu utilises beaucoup, tu es convaincu quasiment instantanément. On dit souvent que les 3 premières secondes d'utilisation choquent énormément et les 3 d'après t'adores et tu t'en passes plus. Mais donc tu te dis, comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce message? Et bah c'est très dur. Donc le but pour Boku, c'est de rentrer chez les gens. Et ça, on est prêt à tout faire pour. Donc comment rentrer chez les gens, comment amener un Boku chez les gens sans leur faire payer, en enlevant un maximum de freins? Et ben on met en place une offre essayer avant d'acheter, avec un partenaire. Donc concrètement, tu vas sur le site, tu commandes ton produit, tu payes pas, tu le reçois et tu as 15-20 jours pour essayer le produit. Si tu l'aimes pas, juste tu l'aimes pas, tu peux le rendre. Si tu n'arrives pas à l'installer, tu peux le rendre. Tu peux le rendre pour quelque raison que ce soit. Retour gratuit. C'est hyper important en fait d'offrir une expérience risk-free d'essai à un client sur un produit qu'on ne connaît pas. Si tu achètes une tasse, essayer avant d'acheter, ça n'a pas de sens. Les gens savent ce que c'est une tasse, ils savent l'effet que ça fait, il n'y a pas de sens. Par contre, sur ce produit-là, c'est existentiel de le faire. Et parce que nous aussi, on a énormément confiance en notre produit, on sait qu'une fois que les gens l'utilisent, comme je te disais, ils l'adorent, ils le gardent. Du coup, on a un taux de retour qui peut être un peu plus élevé que d'autres marques, parce que on facilite énormément le retour. Aujourd'hui, que tu aies brisé ton Boku en deux ou juste que tu l'aies pas ouvert, le retour est le même. Tu payes pas, tu payes rien, tu payes pas la livraison, c'est comme ça. C'est un petit risque quand même d'être aussi open à la livraison, mais quand tu arrives sur un marché avec un produit à démocratiser, il faut que ce soit très facile. Il faut que ce soit très facile pour le client de se projeter avec le produit, de se dire je peux l'essayer, je peux le rendre si j'en suis pas satisfait. Et derrière ça, il faut avoir un service client qui est au nec plus ultra aussi, qui est au top. Il faut avoir des experts qui peuvent accompagner les clients dans l'installation 7 jours sur 7. Notre SAV travaille 7 jours sur 7. On a des équipes qui se relaient parce que les gens installent aussi leur Boku le week-end en général. Quand tu as un produit avec le premier pain qui est l'installation, moi, j'ai pas envie d'acheter un produit à 140 balles si je vais pas réussir à l'installer et si en plus, parce que le paquet est ouvert, je vais pas réussir à me faire rembourser. Donc, il faut que je sois en capacité de l'installer et si je le suis pas, il faut qu'on puisse m'aider. Et si j'y arrive pas, il faut qu'on puisse me rembourser rapidement et j'ai pas envie de payer pour faire un retour. Il y avait un travail sur la refonte de la homepage et on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, ça sert à quoi une homepage? 10 ans plus tard. Et en fait, c'est trop marrant parce que alors en fait, c'est la page la plus importante. Tu penses même pas et tu théorises rien. Alors qu'en fait, sur beaucoup de business, la homepage, c'est, je sais pas, 80-90% du business, tu vois. Dans cette refonte, on s'est dit, mais en fait, ça sert à quoi la homepage? Ce qui est intéressant de se dire, c'est il y a plein de segmentations que tu peux faire, tu vois. Déjà, est-ce que c'est ta page d'entrée de ton trafic? Ça, c'est le premier point de départ. Est-ce que la première page que les gens voient sur ton site est ta homepage ou pas? Souvent, c'est le cas. Tu vois, ils peuvent venir d'une page, par exemple, dans un e-commerce, d'une page produit, puis après revenir sur la homepage. C'est pas tout à fait la même chose que si les gens arrivent tout de suite sur la homepage. Et donc, il y a ce côté, est-ce que c'est la page d'entrée et la source du trafic? Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, typiquement, trafic direct, c'est des gens qui sont déjà éduqués sur ton produit. Donc du coup, t'as pas besoin forcément de re-expliquer, de refaire de la pédagogie, de la réassurance sur ton produit. Quand, par exemple, sur une requête générique en search, tu vas avoir besoin d'être beaucoup plus impactant parce que les gens, ils ont ouvert 3 onglets, ils ont ouvert tes 3 concurrents, et donc du coup, il faut tout de suite que tu envoies des punchlines, de l'argument fort, etc., que tu mettes peut-être tes best-sellers ou selon ta stratégie. Donc le premier point, tu vois, c'était un peu ça, c'est de se dire... en fait, les gens, ils viennent... C'est quoi la source? Et en fait, selon la source, est-ce qu'on peut pas en déduire les intentions de ces personnes-là? En fait, t'as 2 paramètres. T'as l'intention et l'éducation. Tu vois, pareil, enfin, je redonne encore ton exemple, mais je pense que tous les gens qui vont sur le site de Kudak savent ce que c'est Kudak, j'imagine. Donc, du coup, t'as peut-être pas besoin de rééduquer sur la base, tu vois, et du coup, tu peux aller directement sur peut-être tes arguments différenciants, etc. Ou voilà, je sais pas, mais du coup, t'as le côté éducation et après, t'as l'intention. C'est-à-dire que, est-ce que là, les gens arrivent... je suis là pour choisir une agence ou pas? Je suis là pour choisir une agence pour booker un rendez-vous. Tu vois, en fait, limite, tu peux mettre en gros le rendez-vous parce que les gens, ils veulent juste prendre un rendez-vous avec toi. Ou est-ce qu'ils ont une intention, par exemple, de benchmark, où ils sont encore un peu plus, tu vois, dans la découverte, et ils veulent voir un peu ton équipe, voir un peu tes cas étudiés, etc. Tu vois, quel est le niveau de chaleur de ton prospect? Et ça, ça dépend un peu de tes canaux, tu vois. Typiquement, en search, selon un peu les canaux, tu peux avoir des idées. Ça te donne des idées un peu sur les intentions des personnes. Ok, d'accord. Et du coup, en fonction de ça, in fine, tu peux dire, ça, c'est le trafic que je subis, entre guillemets. C'est comment sont les choses. Ça veut pas dire que du coup, tu dois adapter ton wording par rapport à ça, parce qu'en fait, peut-être que ta vision, c'est pas ça. Par exemple, imaginons que t'aies que du trafic, toi, aujourd'hui, de gens qui connaissent et qui viennent en tapant ta marque, mais c'est peut-être pas ça ta vocation. Peut-être que demain, t'as envie qu'il y ait des gens plus froids aussi qui peuvent être convaincus ou pas, tu vois. Et donc, du coup, il y a
un double travail qui est de comment je peux un peu changer mon mix canal et après comment j'adapte mon wording pour convaincre parmi toutes ces intentions qu'est-ce qui a le plus d'importance, tu vois, en termes de trafic. Okay. En fait, les gens viennent faire une recherche. Donc, il faut focus tout envoyer vers la recherche. Voilà, ça peut paraître évident, mais du coup, en fait, après, ce qui compte, c'est aussi les ratios. Tu vois, est-ce que c'est 50% des gens ou c'est 90% des gens qui viennent pour faire une recherche? En fonction de ça aussi, tu peux faire des arbitrages. Parce que, imaginons que, par exemple, 40% des gens viennent faire une recherche, mais tu te rends compte que tu as 20-30% dans leur parcours après, par exemple. Nous, c'est une marketplace. Donc, tu vois, tu as des gens qui viennent louer et tu as des loueurs. Si tu te rends compte qu'en fait, tu as une part de ton trafic qui vient, par exemple, pour revérifier ses logs sur le site, bah, ok, en fait, dans ton discours, tes onglets ou quoi, il faut aussi inclure ces personnes. C'est des questions de pourcentage, parce qu'en fait, ton hero, tu vas pouvoir maximiser du coup pour le cœur mais tu as aussi, par exemple, tes onglets au-dessus. Tu peux aussi avoir des arguments qui servent par rapport à tous les objectifs de ta cible. Tu vois, tu peux faire un arbitrage, tu vois, il y a des gens qui viennent pour prendre un rendez-vous, puis d'autres qui viennent pour autre chose, mais tu peux ajuster un petit peu par rapport à ça. Ce que j'estime utile dans ce que viennent de nous partager ces grosses brutes, c'est que des itérations en CRO, ça s'appuie sur des regards extérieurs, à savoir pas uniquement ceux de l'équipe qui les met en place, que plus votre produit nécessite une évangélisation, plus vous avez intérêt à mettre en place une option sans risque pour se procurer votre produit, et qu'une homepage, ça se construit selon deux dimensions, l'intention et l'éducation. Et je vous informe au passage qu'on fait aussi des landing pages chez Kudak, à destination des campagnes de conversion. Il n'y a pas de lien différent, c'est le même que Kudak. Et c'est toujours en description. Ah bah les gars, c'est gratuit, il faut que je fasse ma pub. On va rentrer maintenant plus en détail sur le funnel et surtout son impact sur le revenu. On va voir comment construire un funnel d'acquisition pour de la lead gen, même en e-commerce. Pourquoi les clients acquis hors saison génèrent un plus haut revenu et pourquoi la LTV est une fonction des attributs du premier achat. En ayant une approche, j'arrive sur un site internet et je peux uniquement m'onboarder, donc devenir client de la solution en passant par une démo. Donc notre call to action à l'époque, c'était uniquement demander une démo. En n'ayant que ça, tu perds mécaniquement une partie des visiteurs. Je sais pas toi, mais moi, un tool, j'ai un outil, j'ai pas forcément envie de me taper une démo avec un sales. Tu vois, au début, j'ai envie de le tester moi-même et après, à la limite, qu'on m'appelle une fois que je suis sur la plateforme. Mais on perdait en fait une partie des visiteurs qu'on générait parce qu'ils voyaient demander une démo, ils se cassaient direct. Donc vraiment, la genèse de ce projet-là, c'est de se dire, on peut aller adresser plus de personnes et des cibles qui ne veulent pas parler à un commercial du lundi au vendredi. C'est même pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas peut-être parler à un sales du lundi au vendredi de 9h à 19h. Quand on a lancé les premiers parcours en self-service, donc vraiment de souscrire à l'offre, à la solution Skello en autonomie, on l'a lancé pendant le énième confinement, je sais plus lequel, en 2021. C'est un pharmacien qui a fait sa première souscription en autonomie un soir, 2 semaines à 22h30, tu vois. Parce qu'en fait, la journée, on pouvait pas les joindre. Ils étaient overbookés. Ils passaient leur journée à faire des tests Covid. On pouvait pas les avoir au téléphone. Donc en fait, vraiment, la genèse, ça a été de se dire, on va pouvoir capter des personnes qui n'ont pas la typologie des personnes qu'on arrive à avoir traditionnellement au téléphone, en visio ou même en physique. Ça a été ça. En revanche, quand tu vends et quand tu proposes une solution RH qui est hyper intuitive, mais dans laquelle tu dois quand même gérer de la complexité, et c'est ça la force de nos équipes, et c'est ça la force du modèle sales-led, c'est qu'en fait on arrive à rendre un domaine complexe, on arrive à le simplifier par la techno. Mais ça reste quand même, il faut, tu vois, réussir à bien comprendre à quoi me sert un rapport de paye pour générer mes payes derrière avec mon comptable, avec un outil de paye. C'est pas naturel ça, donc il faut quand même de la formation, il faut prendre en main, il faut aider nos clients à bien comprendre 100% du potentiel de Skello. Et quand tu essayes de faire le switch, surtout quand t'as un passé où à chaque fois on s'est dit non mais ça c'est bon, les sales vont pouvoir le faire, l'équipe CX pourra le faire. Demain tu proposes la même expérience et la même interface à ces clients-là, t'arrivais à l'époque dessus, t'avais un planning vide, tu te dis putain c'est austère le truc, tu vois. Donc derrière évidemment tu bosses vachement là-dessus, de créer l'expérience d'onboarding optimale, de créer des product tours, de rappeler les personnes une fois qu'elles sont sur la plateforme, mais ça c'est hyper compliqué au début quand t'as cette historique-là et quand t'as ça dans ton ADN de te dire on te prend par la main et c'est un humain en visio au téléphone qui va te guider, de créer la même expérience via le produit. Donc on a réussi quand même, et c'est ça la force aussi de ce modèle, ça a permis non pas forcément d'avoir des milliers de clients qui rentrent en autonomie et qui vont au bout du flot en autonomie, mais ça permet quand même de capter des gens de façon incrémentale qui n'allaient pas du tout dans la démarche de demande de démo. Et aujourd'hui, le self-service, quand tu fais tester Skello, tu as une très grosse partie du flux
qui est en fait du flux qu'on envoie chez nos amis les sales, parce que derrière, tu as énormément de personnes qui vont abandonner à l'étape 2, 3, 4, 5, et eux rappellent, et eux font l'effort de « je vais vous convaincre, ah non, vous avez pas bien compris la différence entre tel pack et tel pack, bah, je vais vous montrer ». Et en fait, ça a permis d'aller chercher des leads supplémentaires pour nos équipes sales. Souvent, quand tu fais ton plan média, tu veux du coup maximiser ta pression sur la haute saison, parce que tu sais que c'est là où tu as le plus de profondeur pour pouvoir faire du spend, et ce qui est vrai, c'est là où tu peux le diffuser le plus avec le meilleur CAC, donc pour aller acquérir des clients. Par contre, ce qu'on sous-évalue un petit peu, c'est qu'en hors saison, les gens que tu vas aller chercher, souvent en fait ça va être des heavy repeaters, c'est-à-dire que c'est des gens, quelqu'un qui fait une location de voiture, tu vois, le 18 janvier, c'est quelqu'un qui a des gros besoins de location de voiture ou qui part très souvent. Alors que quelqu'un qui va louer le 10 août, par exemple, en fait, il va peut-être faire une loc par an. De pondérer un petit peu ses budgets en se disant, oui, on peut attirer beaucoup plus de monde sur la haute saison, mais en fait, sur les saisons creuses, tu peux aussi aller chercher des gens qui vont être vraiment très récurrents, tu vas avoir beaucoup de repeats, et donc du coup, une LTV qui va être beaucoup plus intéressante. Okay. Et donc, tu peux te permettre, par exemple, un CAC un peu plus important. En fait, on a modélisé avec la team data le fait que suivant la verticale d'entrée du client et la valeur de sa première commande, en fait, la LTV est une fonction de ça, qui prend en compte ces deux paramètres. Donc, ça nous permet de prédire. Nous, on travaille sur une LTV à 12 mois parce que c'est suffisant. Plus, ce serait vraiment trop long pour avoir la data, mais ça nous permet de prédire la valeur d'un nouveau client. Donc, ça, c'est une info qu'on va renvoyer de manière micro à toutes les plateformes publicitaires. Donc, pour chaque conversion, on va associer une valeur et c'est cette valeur de LTV. C'est d'un point de vue produit, donc on essaie d'optimiser le taux de conversion, évidemment, la prédictée d'LTV. Et du coup, ce que ça nous a permis de faire aussi, cette équation de prédictée d'LTV, c'est de dire, OK, la valeur de la première commande a un impact. Donc, en fait, ça donne comme des micro-objectifs pour optimiser la prédictée d'LTV. Ça paraît évident. Évidemment que travailler son AOV, c'est important. Mais travailler son AOV pour acquérir de meilleurs clients, c'est une autre manière de voir la chose. C'est vraiment c'est le travailler très très tôt en fait dans le parcours d'un client. Et je pense que ça c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire mais ça viendra après en repeat et tout. Non mais en fait si déjà tu as fait le travail dès le début, ça change tout après. En gros, pour faire simple, un bon funnel, ça génère des clients avec une forte valeur long terme. Donc pas juste des clients pas chers, ou pire, des leads pas chers. Et en particulier sur ce cas de la génération de leads, l'efficacité des campagnes se juge à l'aune de la valeur des leads convertis, sur lesquels on peut avoir une visibilité directement dans les plateformes, avec les conversions offline, qu'on peut évidemment mettre en place pour vous, sur le même lien en description. Recentrons-nous désormais sur l'e-commerce. Pour parler plus spécifiquement d'une notion très connexe au revenu, c'est le panier moyen. Donc en gros, panier moyen, tu prends ton CA, tu divises par ton nombre de transactions. Hyper simple. Nous, alors pour info, je donne des échelles, mais on est un peu plus d'une centaine d'euros le panier moyen. Parce qu'on a des produits qui coûtent assez cher. Hein. Je pense aux smartphones, les consoles, voilà. On a aussi des produits qui coûtent pas cher du tout. Par exemple, les jeux vidéo, on est bien en deçà d'un smartphone. Maintenant, la médiane, le calcul, il est plus du tout le même. Hein. Tu prends en gros toutes tes commandes, tu les classes par ordre croissant, décroissant, comme tu veux, hein, de chiffre d'affaires, et tu prends celle du milieu. Est-ce que celle du milieu, elle est de 100 euros ? Chez nous, la réponse est non. Pas du tout. On n'est même pas à la moitié, en fait. Tu vois que les deux métriques, elles semblent à peu près les mêmes, hein. Sauf qu'en fait, tu as un écart qui est du simple au double, et encore plus que ça. Quand tu pars d'un ensemble de données en macro, le résultat que tu en tires peut être différent de ces mêmes données que tu sectionnes en plusieurs sous-ensembles. On va être plutôt concret là-dessus, parce que c'est peut-être pas très simple à comprendre comme ça. On va rester sur l'idée de panier moyen, pour simplifier. Ton panier moyen, il est à 100 euros. Maintenant, alors, il est à 100 euros en janvier. En février, il est plus bas. C'est assez vague, parce que tu sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tu dis, en gros, on est moins bon, en fait. Ton PM, il baisse, tu peux être moins bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sectionner. Alors, comment on le sectionne, ce PM ? On peut le sectionner en catégories de produits. Comme je te dis, chez nous, on a pas mal de catégories différentes. Un produit smartphone, il va être à peu près un peu plus de 300 euros. Un produit jeu vidéo, il va être à plutôt une quinzaine d'euros. Et là-dessus, déjà, il y a un élément de réponse, c'est que tes produits, ils sont super différents, ils ont des valeurs hyper différentes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser le panier moyen de chacune de ces catégories de produits. Et là, tu vas regarder ce qui se passe. Et potentiellement, ce qui peut se passer, c'est que tout augmente. Et nous, c'est quelque chose qu'on a vu. En fait, ton panier moyen par produit, il peut lui augmenter. Et ton panier
moyen global, il peut baisser. Avoir un œil sur ces deux métriques, panier moyen et panier médian, ça permet de ne pas se faire piéger. Et notamment si votre catalogue produit contient des produits avec des valeurs très hétérogènes. Ce qui fait qu'une boîte peut parfois être en croissance, mais son panier moyen baisser, si vous avez bien écouté le paradoxe de Simpson. La partie suivante est dédiée à une idée qui est extrêmement liée à la notion de panier moyen, c'est la crédibilité. En gros, à quel point est-ce que les prospects vous font confiance. C'est quelque chose qui est extrêmement important en e-commerce. Dans cette partie, vous verrez pourquoi certains ont choisi d'écrire un bouquin pour servir cet objectif, comment ils ont chacun travaillé leur communauté, pourquoi parfois ça peut être intéressant d'ouvrir un showroom à cet effet, et enfin pourquoi beaucoup de marques choisissent de se faire incarner par l'un de leurs fondateurs. Simultanément, on a beaucoup bossé sur le contenu. On s'est dit, on est dans un sujet compliqué que les gens ont du mal à appréhender. Il va falloir vulgariser. Et pour vulgariser, j'ai créé un bouquin. Et ce bouquin, ça a été une mine, en fait, pour derrière faire des FAQ, faire des articles de blog, décliner des ads. Ça a été, voilà, le fait de pouvoir rassurer les gens, d'incarner l'expertise, c'est ça qui leur a finalement facilité l'achat. J'avais observé qu'il n'y avait aucun guide pour aider les gens à faire le 0-1 en solaire. Donc on a passé une journée à tourner une vidéo qui était la retranscription en fait, du bouquin en 30 minutes. Et ça a fait 200 000 vues. Et ça, effectivement, ça a drivé énormément de trafic. Et à partir de là, on a pu décomposer les éléments du bouquin en différents assets qu'on a utilisés dans des ads, ou dans les articles, ou dans de la FAQ. Et en fait, on s'est pas rendu compte à quel point le fait d'incarner de la réassurance, de l'expertise, de la légitimité, c'était un élément clé pour la conversion. Ce travail sur la marque, il a débouché sur la création de livres, parce qu'un livre, ça se prend dans les mains, ça se touche, ça peut s'offrir, ça peut être un cadeau, c'est statutaire, c'est un objet, c'est un bel élément de marque. Donc le premier, la méthode Live Mentor aux éditions Alizio, qui ont été rachetés par le groupe Albin Michel. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est un livre qui s'est vendu à plus de 25 000 exemplaires en quelques années. Un deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux, où cette fois on va ancrer la marque sur le sujet de la santé mentale des entrepreneurs parce qu'on trouvait que ce sujet était délaissé, que personne n'en parlait, aux éditions Erol. Et puis un magazine Odyssée, voilà, tous les 2 mois, un bel objet, 64 pages, du super papier qui coûte très cher, un grand entretien avec un leader d'opinion, Fabrice Midal sur l'amour, Anne Guéquer sur la métamorphose, Arthur Aubeuf sur la place de l'espoir quand on est entrepreneur. Voilà, plus d'autres projets que je vais pas mentionner, mais un vrai travail pour se dire cette marque, on doit l'incarner, on doit la voir, on doit pouvoir la toucher, elle doit être vraiment différenciante. Il faut juste prendre un truc en compte, c'est que le panier moyen chez Sonology, il est de 1 200 € TTC. Donc avant de claquer 1 200 € TTC, même s'il y a du Alma, il y a du United, il y a du PayPal, faut quand même se rassurer. Et donc si c'est la marque qui essaie de te rassurer, c'est bien, mais ça marche beaucoup moins bien que si c'est quelqu'un qui l'a fait avant. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer un groupe de discussion, on va volontairement pas le brander, d'accord, pour que les gens se lâchent un peu plus et il y ait plus de conversation. Et la mayonnaise, elle a pris instantanément. On a aujourd'hui plus de 12 000 membres sur ce groupe Facebook qui s'appelle Canal Autoconso. Et volontairement, en plus, on n'intervient jamais dessus. Tu parlais des showrooms avant. Où est-ce que ça se place dans le parcours de conversion d'un client ? Je pense que ça dépend malheureusement de la situation géographique des clients, parce que du coup, on est présent dans 3 villes. Alors, en fait, stratégiquement, on s'est mis dans des hubs. Paris, stratégiquement, on n'a pas choisi, mais c'est là où on vit. Donc, mais c'est quand même un hub touristique important. Et en fait, depuis le début, donc depuis le jour 1, même avant le jour 1, on a toujours fait des rendez-vous. Et en fait, on a toujours vu qu'il y avait quasiment, j'ai pas la stat exacte en tête, mais je pense qu'il y a 40% d'étrangers à Paris, tu vois. Puis, ça a jamais vraiment changé. On convertit 60%, je crois, des gens qui viennent au showroom. Et quand on a ouvert à Londres, quasiment 40% d'étrangers aussi. Donc en fait, c'est toujours des gens qui sont en voyage, qui sont en escale, qui viennent, tu vois, par exemple à Londres de temps en temps, mais des pays où t'as pas accès facilement, tu vois, j'en sais rien, un mec qui vient du Danemark, on n'a pas de showroom au Danemark, mais il vient à Londres 3 fois par an, il va se dire, ok, il y a un showroom à Londres, donc je vais profiter de mon prochain passage pour passer au showroom. Et New York, c'est un peu pareil, sauf que c'est un hub international, mais c'est aussi un hub local important pour les US. Et du coup, les US, pour nous, c'est méga important parce que c'est notre premier marché. 3e showroom en date qu'on a ouvert il y a 3 mois maintenant. Mais je pense que c'est celui qui finira par prendre beaucoup d'importance parce que c'est notre premier marché. Pour revenir sur son histoire d'incarner la marque, c'est hyper important de personnifier et d'incarner sa marque.
donc avec du personal branding, comme le fait Justine Hutto de Respire, comme le font plein d'autres personnes. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu es tellement inondé de publicité sur Insta, Facebook, que si pour une marque, tu vois, 1001 visages, c'est un frein en plus pour permettre aux gens de la retenir. Moi, les gens voient tout le temps ma tronche, ça me vaut d'être reconnu partout, c'est génial, trop fun, mais ils se disent, ok, Boku, William, ma tronche. Et du coup, ça, ils le retiennent. Et plus tu donnes aux clients des éléments faciles à retenir au sujet de ta brand, de ta marque, plus ils vont se souvenir de toi. Le bilan de cette partie-là, c'est qu'il y a des achats que vos prospects n'effectuent pas, alors même que vous les avez convaincus. Et pour ça, il faut agir sur la partie risque du ratio risk-reward et accompagner votre promesse commerciale de réassurance sur votre capacité à la délivrer, aka votre réputation. Maintenant, on va pouvoir remonter d'un niveau et se concentrer sur votre remarquabilité. En gros, faire en sorte que vous sortiez du lot à la fois dans la masse que sont les concurrents, mais aussi le bruit général sur les régies en ligne. Pour ça, on va parler évidemment positionnement, on va parler création de catégories et différenciation par le design. En fait, c'est tellement de logistique et tellement de travail pour aller se mettre au milieu du jeu de société où on va se perdre dans la foule. Moi, je préfère faire autre chose et justement dire qu'on n'est pas un jeu de société, parce que c'est le cas, et se positionner sur des ailes qui sont complètement différentes. Notamment, par exemple, Wonderbox, qui pourrait nous vendre comme une expérience. Et là, ça a beaucoup plus de sens pour nous. Tout le monde va au resto, tout le monde regarde Netflix, tout le monde va au ciné. Et ben, j'ai envie que tous ces gens-là, un soir dans le mois, ils se disent... Ça te dirait, cette fois-ci, on saute le resto et on se fait une enquête détective box plutôt. Et aussi, on veut que le produit soit beau. Donc, on a fait aussi appel à des gens de gros calibre sur la partie design. Parce que les gens ont l'habitude de penser que le solaire, c'est moche. Donc, il fallait qu'on le rende beau. Et en plus, hyper techno, quoi. Ce qui était novateur, c'est plutôt l'offre produit qu'on a voulu faire. Assez paradoxalement, en fait, on a fait un design de produits néo-vintage, en gros. Ce qui, à l'époque, était pas encore quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est complètement dans les mœurs, c'est devenu vraiment pareil et dans plein de milieux différents, mais à l'époque, c'était assez novateur en termes d'offres de design, en tout cas. Le positionnement, c'est la discipline de trouver une catégorie sur laquelle vous pourrez être numéro 1, tout en s'assurant que vos clients comprennent ce que vous faites. Ça veut dire que vous n'êtes pas parti dans des directions farfelues. Pour ça, c'est comme un DJ. Il faut donner à vos prospects le son qu'ils ne savaient pas qu'ils voulaient. Tout ça en utilisant votre conviction sur ce qui fonctionne. Et ensuite, vous allez pouvoir remplir votre catalogue produit en conséquence et le faire évoluer dans le but de continuer à acquérir des nouveaux clients. C'est ce dont on va parler dans ce point numéro 11. On va voir comment adresser des produits à un segment client, comment interpréter les retours clients et comment construire une gamme de produits qui s'achètent de façon progressive avec des SKU stars. Là, on sort des formats plus courts de 2 heures à 3 heures, vs les 12 heures des enquêtes précédentes, pour que ça puisse faire l'objet d'une soirée entre potes pour le coup. Où t'as pas besoin d'avoir des gens que tu fais revenir 3 fois dans la semaine à passer 3 heures sur le même truc. Les inputs clients, tu vois, on les reçoit. Et en fait, en général, on les écoute pas trop. D'ailleurs. C'est vrai. Je te prends un exemple un peu typique, les commentaires. Que ce soit sur les forums, sur Insta, sur toutes les plateformes possibles, imaginables. Si tu as 10 commentaires ou 100 commentaires en réponse à la présentation d'un nouveau design, par exemple, chacun aura un peu son avis sur les choses à changer, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Mais au final, ça, c'est que les gens qui vont avoir le persona de te dire je vais prendre l'énergie pour donner mon avis, écrire un commentaire, tu vois, sur une vidéo YouTube, sur un post Insta ou autre. Et en fait, derrière, t'as peut-être 10 fois plus de gens qui sont OK avec ça, mais qui ne le disent pas. Et donc, en fait, si tu veux, t'as toujours un peu un cluster de gens qui sont susceptibles de donner leur avis, mais qui ne représentent pas forcément, tu vois, un échantillon complet ou un échantillon représentatif de tes acheteurs. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'il faut éviter de donner trop de crédit, bizarrement, aux clients, parce qu'il faut être capable justement de suivre un peu ce que tu as en tête, de suivre un peu la ligne de direction artistique que tu peux avoir, en disant ok, peut-être que les clients n'ont pas justement tous les outils pour se rendre compte que modifier ça a une incidence. Que faire ça peut aller à l'encontre, si tu veux, un peu de la philosophie de design que tu t'es fixé au début. Et ce qui est notre force, je crois, parce qu'on est la seule marque en Europe à avoir cette gamme hardware et software service, c'est les synergies, ces espèces de boucles vertueuses qui existent entre les deux. On a quasiment 30% des gens qui ont installé avec nous sur leur toit, qui ont commencé en achetant sur le e-commerce les stations solaires. Comme quoi, en fait, c'est bien un cycle de croissance, en fait. Je suis le particulier, j'ai un doute sur le produit, la technologie, etc. J'y vais pas pour 10 000. Par contre, 700, pas de problème. Donc, notre but, c'est de devenir le leader du WC japonais
en France et en Europe. On investit à foison sur l'éducation, du contenu très très fun, pour que dans 5, 6, 7, 10 ans, quand le marché français sera ready pour acheter toilettes japonaises à 3000 €, il pense à Boku. Toilette japonaise, Boku. Si je te dis téléphone, tu penses Apple ou Samsung. Eh ben, on veut que la même chose se passe dans la tête de nos futurs clients. Et ça, c'est un peu notre stratégie. Et le B2B va avoir une part très importante à jouer dans tout ça, puisqu'en ce moment, on vend qu'online, mais là, on va les vendre en physique. Et ce produit-là, il s'adresse aux grands groupes d'hôtels. Et là, des hôtels, t'en as énormément, au gîte, Airbnb, salle de sport. On a beaucoup de demandes de la part d'hôpitaux aussi, d'EHPAD, puisqu'il faut savoir que ce genre de produit, ça réduit drastiquement la charge de travail et les dépenses en papier de toilette également. Donc c'est bon pour tout, pour les utilisateurs et pour les gestionnaires d'EHPAD, d'hôpitaux, ce genre de choses. Et il y a aussi tout ce qui est équipement privé, les bureaux, les entreprises qui veulent réduire leur impact, avoir un meilleur impact RSE. C'est hyper important pour eux. Donc en fait, on a un océan de B2B à faire, sans parler des distributeurs et des retailers qui, quand ils voient un produit comme ça, qui sont plutôt cher, qui prend pas trop de place, ils deviennent comme des fous. Et ne pas faire de B2B quand tu as une telle désirabilité online, c'est pareil, c'est laisser de l'argent sur la table. En fait, tout le monde entend parler de nous. Et les professionnels, les centrales d'achat et tout ça, entendent aussi parler de nous. Donc il faut y aller en fait. Il faut profiter de cette inertie, parce que peut-être qu'un jour, elle sera moins là, quoi. Vraiment, pour moi, les gros leviers pour influer sur le taux de conversion, ça va d'abord être toute la recherche marketing que tu fais sur tes produits. Donc tu as 100 SKU. Où est-ce que tu vas mettre vraiment la loi de Pareto? Où est-ce que tu vas te concentrer sur 5-6 SKU qui vont driver 90% de ton CA? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On essaie vraiment d'identifier les SKU qui vont générer de la croissance. Donc là, par exemple, sur les soldes, on a fait un super mois de soldes en juillet. Et si tu vois un petit peu notre breakdown de ce qu'on a vendu, il y a 5 produits qui sont responsables de 70% du CA. Et donc, en fait, ça sert à rien de faire des créas pour tes 150 SKU. Tu les fais sur ces gros produits-là parce que c'est une porte d'entrée qui est intéressante, parce que ça convertit et parce que derrière, ça va automatiquement découler sur d'autres produits. Et ensuite, les gens vont naturellement naviguer sur ton site pour aller chercher le produit qui leur correspond. Si celui-là ne leur plaît pas, si celui-là est trop cher ou tu as un price point qui leur convient pas. Alors, cross-sell, upsell, c'est juste que les deux arrivent à des moments différents du panier. Ce qu'on a mis ensemble, alors je dirais pas que c'est un chantier CRO qui est fait avec des apps, mais c'est plutôt, ça part d'une réflexion stratégique pour essayer de bundle ensemble des produits qui ont du sens. Ouais. Donc, on a pu, par exemple, mettre en place la vente de sets. Donc, les sets, très simples, hein, c'est une petite valise, une moyenne et une grande. Aujourd'hui, on a pu vendre le principe de sets nestés. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une petite valise dans une moyenne, dans une grosse. Et on va pouvoir faire des bundles, en fait, avec ces produits-là pour les associer avec un sac à dos, avec d'autres types de produits qu'on peut avoir. Donc, c'est une démarche CRO, mais qui demande un petit peu à changer ton merchandising avant, avoir une réflexion sur quel type de bundle. En fait, c'est pas juste tu ajoutes un produit en plus de ton produit principal, c'est que le SKU en lui-même, c'est le bundle. J'ai un peu apporté une démarche un peu dropshipping sur cet aspect-là, dans le sens où on va tester des bundles sans les avoir créés avant. Alors typiquement, voilà, tu vas commander ta valise plus ton sac, tu vas les recevoir dans 2 colis séparément. C'est un peu triste, mais ça nous permet de tester les offres et de savoir rapidement quel produit on peut mettre ensemble et donc du coup optimiser les coûts pour les mettre dans un seul packaging. Mais au début, on teste une vingtaine d'offres différentes. Donc ça passe par la créa. Vraiment, c'est l'acquisition. On va essayer de tester plusieurs combinaisons différentes. Au début, on part d'une intuition. On se dit que cette valise, elle peut marcher potentiellement avec ce sac parce qu'ils sont de la même famille. Ouais. Ou on a beaucoup d'outils d'analytics qui nous donnent un petit peu les produits qui sont pris ensemble. Donc, on essaie de les mettre naturellement ensemble sans que la personne ait à quitter la page produit pour aller le choisir. Donc, il y a des choses qui sont assez intuitives. Et puis, il y a des choses que tu apprends en fait en postant tes créas et se disant ah ouais putain mais j'aurais pas imaginé que ces deux-là fonctionnent. Et pourtant oui. Donc voilà, ça part d'une intuition et ensuite on valide avec une période de creative testing en fait. On va essayer de valider les créas et l'offre. Et une fois que c'est bon, on crée le SKU, on crée le bundle. On s'est toujours rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux en termes d'offres, c'était ce qui était simple. Il faut simplifier les choses. Visuellement, textuellement, en termes de prix. On cherche pas à faire des pirouettes acrobatiques à base de 194,98 €, tu vois. On cherche simple, on cherche direct. Parce qu'en plus, si tu inondes les gens avec 15 000 types d'offres, déjà, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils passent à l'achat. Simple. C'est less is more et chaque année, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Et on a souvent, nous, un défaut, c'est que dans nos packs, on veut vraiment indiquer aux gens la valeur par produit par rapport à la promotion. Voilà, tel produit, vous avez 50% moins, tel produit, vous avez 10% moins, tel produit, il est offert. Et à vouloir trop détailler, en fait, nous, on comprend tout ça parce que c'est nous qui écrivons les offres, mais in fine, le client, pas toujours. Donc, on simplifie les choses, on les teste en amont
par email, puisque on fait donc de l'A/B test sur notre site web sur ces LP-là, parce que c'est du trafic qui est beaucoup plus cold, et on fait des tests, on mesure les taux d'ouverture, les taux de clics et aussi le taux de conversion sur nos emails par LP. Donc un bon catalogue produit trouve d'abord ses best-sellers, puis s'assure de construire le chemin vers d'autres achats, via des bundles, des upsells ou des cross-sells, et le tout sans trahir sa promesse de marque. Pour ça, en fait, c'est comme un roi aux échecs, vous ne pouvez vous déplacer, donc dans le développement d'un nouveau produit, que sur une case qui est adjacente à votre position actuelle. C'est pour ça que Coca fait pas des bagnoles, par exemple. Pour le conseil numéro 12, on va rentrer plus dans le concret, et on va parler de technologie e-commerce. En gros, quelle est la stack technique des bons élèves? Mais à un moment, je me suis dit qu'Eden Park fait à ce moment-là que 70 millions d'euros, je crois, et on fait que 8 millions sur l'e-commerce. Je veux trouver une solution qui est au niveau de notre grosseur. C'est-à-dire que on fait que 70 millions d'euros. C'est rien en fait, c'est tout petit, et on fait que 8 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. C'est surtout le 8 millions en fait qui est... C'est beaucoup, certes, c'est du chiffre d'affaires pour plein de e-commerçants qui vont peut-être nous écouter autres, mais c'est pas beaucoup. Donc je me dis, ça sert à rien d'aller sur celui Salesforce, peut-être qu'on ira plus tard ou autre. Aujourd'hui, mon discours a peut-être changé, mais voilà, je le mets assez vite de côté. Puis par contre, on va voir toutes les solutions du Presta, du Woof, et même d'autres solutions que j'ai été interrogé. Et en fait, là, je suis revenu un peu en arrière. Je me suis dit, ok, un week-end, tiens, je vais me faire un site Shopify. Je vais voir comment ça réagit. Et là, je me suis fait mon site. Pas Eden Park, mais je fais mon site, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. J'ai vu les apps Shopify et j'ai vu la simplicité du produit, quoi. Je me suis dit, ok, c'est ça qu'il nous faut. J'essaie toujours de me mettre à la place du client, et je me dis qu'un client qui... un site qui rame, un site où tu trouves pas l'information tout de suite, un site où c'est pas forcément joli, où tu te reflètes pas tout de suite dedans, tu t'en vas et tu ne reviens pas. Aujourd'hui, il y a des millions de concurrents. Tu veux t'acheter des fringues, il y a des dizaines et des dizaines de sites. Tu trouves pas l'information tout de suite. Si le client trouve pas l'information tout de suite, il va ailleurs et tu as de grandes chances de jamais le revoir. Donc pour moi, c'était, on va passer sur un Presta, on va remettre la technique d'équerre, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de clients qui n'arrivent pas à finaliser la commande, ou que le site crache à un moment donné parce qu'il y a trop d'affluence, etc. Donc c'était vraiment de mettre un site stable, d'équerre. Shopify te permet de tester des modules CRO hyper facilement. Donc on le sait, ils ont un écosystème d'app qui est hyper riche, qui est hyper fourni et qui permet rapidement de pouvoir tester. Vous utilisez lesquels, vous, un concept, CRO, par exemple? Alors, je peux te dire, pour le cross-sell, on utilise Potions, que tu dois connaître. Je vois très bien. Sûrement, qui est un superbe outil. Moi, j'étais convaincu que pour lancer un truc rapidement, un Shopify ferait très bien l'affaire, tu vois. Donc, vous êtes sur PrestaShop aujourd'hui? Alors, non. On l'a été au départ parce qu'on écoutait. La première année, on écoutait. On nous disait, voilà ce qu'il faut faire, c'est les bonnes pratiques. Jusqu'au moment où, comme je te disais, on a repris les choses en main en se disant non, stratégiquement, voilà ce qu'on veut faire. Et évidemment, on est repassé sur Shopify avec tous les avantages que ça peut avoir et surtout pour supporter la croissance que nous, on voulait faire. En fait, c'est tout bête, mais une bonne stack e-commerce, c'est d'abord quelque chose qui ne plante pas. Et ensuite, dont tu estimes que ça te posera le moins de limitations possible dans ta trajectoire de développement. Je vous dis ça parce qu'on a pas mal de clients qui se retrouvent bloqués par leur CMS à cause de problématiques SEO ou de synchronisation de flux produits en ligne et boutique. Et alors, c'est pas mon domaine d'expertise premier, mais je constate que ce que les marques regrettent le plus souvent quand elles sont obligées de faire un choix fort de changement de stack technique, c'est d'avoir manqué d'anticipation. Donc disons maintenant que vous avez tout fonctionnel, vous pouvez commencer enfin à travailler sur votre référencement naturel. J'ai demandé aux 4 marques qui vont suivre de m'expliquer quelles avaient été les actions qui, selon elles, avaient été les plus game changer pour leurs outputs SEO. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Donc en gros, nous, ce qu'on a fait, pour résumer, on a fait un gros travail sur les pages d'atterrissage, notamment les pages d'atterrissage locales, où en fait on a fait tout un maillage sur les villes les plus importantes, avoir un copywriting qui était adapté, les emmener sur une page qui était dédiée, pareil, encore une fois avec un travail sur le copywriting pour rassurer, pour éduquer sur ce qu'on propose, inciter un maximum sur la recherche. Ça a augmenté nos taux de conversion. Sur ce qu'on a fait, ça a été donc retravailler le maillage, faire des ponts entre les différentes pages, d'orienter le jus SEO là où il fallait l'orienter. Comment tu choisis là où il faut orienter le jus? En fonction de tes requêtes qui sont stratégiques, en fonction de quelle page tu vas vouloir faire remonter au détriment peut-être d'une autre page. Des fois, en fait, on avait des pages qui étaient plus ou moins dupliquées, ou en tout cas, on avait des liens dupliqués sur des pages qui envoyaient, en fait, qui diluaient le jus de cette page, ou en tout cas la puissance qu'elle pouvait envoyer à d'autres pages, en faisant en sorte que ta notion de maillage interne est correctement orchestré, ça te permet de renforcer en fait ta force sur certaines pages ou de donner davantage de force à certaines pages. Au-delà en plus de, on va dire, cet aspect très jus SEO, on s'est rendu compte que ces maillages qu'on a fait avaient aussi des transfos naturels qui étaient cool. Quand je dis transfo naturel, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui allaient cliquer dessus et qui allaient derrière
faire un nouveau parcours et convertir. Finalement, c'était plus uniquement des éléments qu'on ajoutait sur les pages pour répondre à des problématiques de Google. On s'est rendu compte que d'un point de vue UX, si c'était bien traité, ça avait aussi un impact sur la conversion. Au début, t'as pas besoin de prendre une agence et pas besoin de passer des dizaines d'heures sur le sujet. Tu te prends un compte SEMrush en gratos pendant 14 jours. Tu ponces vraiment tous les mots-clés sur lesquels tu dois être. Tu évalues aussi la longue traîne, qui est vraiment une mine d'or en SEO. Donc tu te focalises sur les 10 mots-clés les plus proches de ton business et ensuite tu fais une liste de 100 à 1000 keywords où il y a très peu de requêtes mais qui vont être très 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 ciblées. Tu commences la production de contenu, tu le fais toi-même. Aujourd'hui, en 2024, tu as quand même la Gen AI qui est passée par là, donc tu peux faire énormément de choses. Mais à l'époque, freelance, et très vite tu regardes, en moins de 6 mois, tu commences à avoir des résultats et tu itères là-dessus. J'ai jamais pris le SEO comme un sujet technique. Très vite, le SEO, c'était, comme je te disais tout à l'heure, le prolongement du contenu. On insère une vidéo de témoignage, on le réutilise en social media, on le réutilise dans la newsletter, on le réutilise où tu veux, mais faut vraiment pas en faire un sujet d'initié, vraiment pas en faire un truc, non mais t'inquiète, il y a que moi qui peux comprendre, tout l'inverse. Très vite, tu fais de la pédagogie en interne. Là, aujourd'hui, les sales nous demandent plus de leads organiques, plus de leads SEO, parce que ce sont les leads qui convertissent le plus. On a des taux de transfo qui sont 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'on fait avec du Meta ou avec du Google parfois. Donc en fait, quand tu as réussi à faire ça, quand tes sales sont sensibilisés aux différents canaux d'acquisition, aux différentes sources d'acquisition, tu as réussi l'alignement, enfin, toujours se challenger, et on peut toujours faire mieux, mais tu as quand même un niveau d'alignement qui est quand même assez dingue. J'ai pas grand chose à commenter ici sur le SEO, mais j'aime beaucoup le dernier point mentionné par Elliot de Skello. Si on fait la simplification de la simplification, le SEO, c'est avoir des pages qui répondent clairement aux requêtes d'utilisateurs. Pas beaucoup plus compliqué que ça. Passons à la suite, on va parler de CRM, donc toutes les choses qu'on peut faire avec un email, que ce soit celui d'un client ou bien juste d'un prospect. Le sujet email, c'est savoir à qui tu envoies, et quelle est la segmentation, et ce que tu envoies, à savoir du commercial ou de l'inspirationnel. Et comme tous les sujets du marketing digital, plus tu as d'informations sur ton client, et de la data sur ses comportements d'achat, plus tu peux être pertinent sur le sujet. Aujourd'hui, l'email, c'est 30-40% de notre chiffre d'affaires. Attribution 2 jours. C'est pas attribution 7 jours. C'est vraiment du réel chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on envoie une news, que ça soit une news, on envoie une news je crois, le mercredi et le samedi, parfois le jeudi aussi. C'est des news qui sont envoyées à pas à notre base entière parce qu'on segmente un peu, mais c'est les 2 news manuelles en soi qu'on fait. C'est-à-dire on prend des sujets, on envoie le mercredi, le samedi. Ça génère 40% du chiffre d'affaires. Donc on a le mail traditionnel que je disais, et on a toutes les campagnes de welcome, enfin toutes les campagnes de marketing automation. Donc c'est 40% de notre CA, du chiffre d'affaires, et ensuite c'est 50% qui est attribué au manuel et 50% qui est attribué à tous les flows qu'on a au quotidien. Donc en fait, il faut essayer de voir le truc dans sa globalité, bien séparer quand même les anciens leads des nouveaux leads, mais il faut savoir qu'un lead, ça a une valeur de zinzin, et l'email, c'est le moyen le plus privilégié pour communiquer, éduquer un client et lui mettre en avant les meilleures offres. Et chaque année, on dépense pas assez. Quand on voit des emails commerciaux, tu vois, très centrés sur le besoin du client, ou je sais pas, tu fais de la réassurance, etc., tu vas générer, c'est là où tu vas générer le plus de conversions à court terme. Nous, c'est ce qu'on observe. Si tu parles d'un trip inspirationnel à l'autre bout du monde, parce que t'as fait quelque chose avec des créateurs, t'as 0 clic et t'as 0 uplift, tu vois. Est-ce que du coup, l'email commercial a plus d'impact ou pas? Nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on met en place des contrôle groupes globaux. Il y a plusieurs moyens de faire des contrôle groupes. Là, on peut prendre donc l'exemple du split que tu dis, commerciaux et inspirationnels. Tu peux te dire, bah, j'ai tous mes onboarding, j'ai tous mes emails transactionnels et tous mes emails inspirationnels. Sur une partie des gens, je vais envoyer tous mes workflows, tous mes emails commerciaux, par exemple pendant 3 mois. Eux, ils vont recevoir que ça. Et sur le reste, je vais envoyer l'intégralité. Et en fait, tu les gardes en base et tu vois leur comportement au bout de 6 mois. Ce qu'on a observé, c'est que en fait, plus le temps passait et plus les gens qui recevaient ces emails-là, les courbes s'inversaient. En fait, là où je pense c'est adapté à notre business, c'est que nos messages hyper inspirationnels où on apporte du contenu, etc. Bah, tu vois, tu parles d'un trip en Espagne, voilà, les gens ils vont pas se déclencher un trip en Espagne, mais par exemple, le fait de parler du trip en Espagne, ça va plus marquer. Et je pense que ça permet de rester en top of mind, ça permet de faire comprendre d'autres choses et d'ancrer plus la marque sur le long terme. Et nous, un de nos objectifs forts avec le CRM, finalement, c'est que les gens pensent à nous quand ils vont avoir un besoin. Plutôt que de créer le besoin, en fait, les emails inspirationnels marchent plus sur le moyen terme. Bon, à ce point-là, vous êtes normalement pas mal équipé sur la partie digitale, et peut-être même maxé. Il y a maintenant une problématique très intéressante qui touche quasiment l'intégralité de nos clients, du moins ceux qui sont nés online. C'est que pour continuer à grossir au-dessus d'un certain cap, ils doivent rejoindre les canaux traditionnels de distribution, car c'est ceux que leurs clients empruntent.
connaissait mal ce monde de la pharmacie, des acteurs, des codes de la pharmacie. Donc il y a une grosse phase d'apprentissage. Donc il faut des catalogues, nous, nos commerciaux, ils ont des mallettes, ça fait un peu film d'action, et ils ont la mallette avec les produits. Et c'est cool parce que tu arrives en pharmacie, le pharmacien, il connaît pas tes produits, regardez, je les ai, il peut les toucher, il peut les voir, et c'est pas juste un catalogue. Donc ça faisait son petit effet. Des petites PLV du style étagère, des stop rayons, des stickers pour aller au sol, des affiches pour les vitrines. Tout un tas d'éléments que, au fur et à mesure du temps, on développe et on améliore pour que ça soit parlant, que ça donne envie aux clients, que ça mette en valeur les produits et que ça simplifie le travail des pharmaciens. Et l'autre point, c'est aussi un point très pragmatique, c'est 85% du marché de mes produits, il est en grande distrie. On revient au point que je te donnais tout à l'heure, mais si 85% du marché est en grande distrie, allez, peut-être que dans 5 ans, il sera à 80%. Mais autant aller se battre là où il y a le marché et là où les gens vont acheter. On est en train de rentrer là chez Cora, Monoprix et Leclerc. Dans ces canaux traditionnels, ils ne peuvent nécessairement pas emmener toutes les choses qui faisaient leur force en ligne. Donc leurs compétences en media buying, leur base client, etc. Mais un des trucs qui se translate assez bien pour le coup, c'est leur marque. D'où la nécessité de la travailler, même si vous n'avez pas encore épuisé votre poche de croissance en ligne. Performance court terme, moyen terme, branding, tu construis dans la durée ta boîte, tu construis dans la durée ta marque, et tu construis dans la durée toutes les actions de performance. Et pour moi, les actions de performance vont être démultipliées si ton socle de brand, de positionnement, il est clair, bien posé, bien maîtrisé. Franchement, tu peux faire une super boîte sans branding. Tu as énormément de super boîtes qui sont hyper rentables et qui sont pas du tout connues, qui n'ont pas de notoriété, qui n'ont pas de marque forte. C'est totalement possible. En revanche, sur un secteur où tu dois encore évangéliser, où tu dois vraiment montrer la valeur et prouver la valeur, plus tôt tu maîtrises ça, plus tôt ça a un impact fort sur tout ce que tu vas faire d'action court terme. Et surtout, tu crées une cohérence dans toutes tes actions. Quand tu fais du SEO, par définition, c'est du contenu, donc c'est aussi de la brand. Quand tu commences à faire des relations presse, ça s'insère dans une logique, on essaye, de performance. Quand on fait une annonce, la semaine de l'annonce de la levée, la série B, tu as 20% de MQL, de Marketing Qualified Lead en plus. Je peux pas te le prouver au lead près, mais c'est quand même, tu sais que ça a un énorme impact. Donc plus tôt tu construis ça, plus tôt tu arrives à générer une vraie croissance solide sur laquelle tu arrives à ancrer tout ce que tu vas faire. On n'est pas encore une boîte marketing. Et je dis c'est en train de changer, mais on n'est pas encore une boîte marketing. Quand je dis marketing, évidemment, on a un directeur d'acquisition et je pense qu'on n'est pas mauvais du tout en acquisition, mais en termes de branding, et quand je dis marketing, c'est acquisition plus branding, il nous manquait toujours cet aspect branding. Voilà. Oui, c'est ça. En fil rouge toute l'année, on veut avoir des petites campagnes offline un peu tout le temps sur les différentes verticales et ainsi enrichir nos audiences, créer des audiences milieu de funnel pour aller les faire convertir en bas de funnel. Mais globalement, oui, c'est ça. Les budgets c'est le même budget marketing. Le media buying se fait dans mon équipe et puis tout ce qui va être contenu, ads, production de publicité et puis choix du message envoyé va se faire chez Fanny. Ouais. Donc en brand. En brand, côté brand. C'est qu'en fait, on a un nombre fini de personnes que l'algorithme estime susceptibles de passer à l'achat. Et sur ce nombre fini de personnes, on va investir toujours plus d'argent. Et donc, ce qui fait qu'on va toujours avoir la même chose, qui est le CPA qui gonfle, avec pas de résultat en face, pas plus de conversion. Et ce truc-là, on l'a pas inventé, on l'observe, c'est visible dans les chiffres. Il suffit de regarder sur Meta, un truc qui est assez simple à faire. Il faut regarder pas juste le CPM, parce que le CPM, globalement, plus vous investissez, il est à peu près tout le temps le même, mais il faut regarder le CPM-U, nous on l'appelle comme ça, le coût pour 1000 impressions uniques. En fait, c'est le coût pour 1000 reach, pour 1000 personnes touchées, et vous le calculez, vous regardez son évolution dans le temps. Et généralement, si vous êtes dans un moment où vous investissez plus dans le temps, et que vous voyez que votre CPA, il fait que gonfler, vous allez voir en parallèle que votre coût pour 1000 impressions uniques, il suit à peu près la même tendance. Parce que vous n'arrivez pas à toucher plus de gens que vous avez déjà touchés. Donc forcément, vous n'arrivez pas non plus à faire plus d'achats que vous avez déjà fait, alors que vous investissez plus. Donc votre CPA devient moins bon. Et la solution pour ça, elle est simple, et beaucoup de gens n'aiment pas cette solution-là, mais c'est pourtant ce qui marche, c'est d'aller toucher plus de monde avec des campagnes plus haut de funnel, de type considération. Mais malheureusement, on peut pas y couper, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si c'est ça, on va juste dépenser plus en conversion, mais toujours on va plafonner, et on va toujours rester dans l'impasse. Donc ce côté-là de considération, il est très important. C'est lui qui va nous permettre de toucher plus de monde, et donc de faire plus d'achats, et donc de dépenser plus en ayant un coût par conversion global, blended, qui est à peu près stable.
Évidemment, si on traque les résultats de la campagne de considération, qu'on regarde le CPA de la campagne de considération, bah, il va pas être bon, et donc ça va faire peur. Mais en même temps, ce n'est pas son but. C'est une campagne de considération. Si son but c'était de faire des achats, on l'appellerait campagne de conversion. Donc son but, c'est de ramener des gens dans les cercles les plus proches des gens susceptibles de convertir par la suite. Donc c'est normal aussi qu'une campagne de considération n'ait pas de bon CPA. Et le but, c'est qu'on s'y retrouve au global, et que le CPA blended, quand on mélange tout, il reste stable dans le temps quand on investit plus. C'est ça qu'on appelle scaler, quoi. En fait, investir dans sa marque, dans une optique héroïste, ça sert à péter des plateaux, car vous amenez la bataille de l'acquisition client sur un nouveau terrain, le branding, ce qui vous permet en fait d'introduire une dimension émotionnelle à l'acte d'achat. Et un très bon moyen de véhiculer ces messages de marque, c'est de devenir une marque média. Et là, on a été, je pense, très précurseur, c'est sur le côté TikTok, où en fait, on a eu beaucoup d'agences qui sont venues nous voir, en nous disant on est les meilleurs, voilà comment il faut faire, etc., etc. Et en fait, ça ne nous correspondait pas beaucoup parce qu'ils ne mettaient pas forcément l'état d'esprit en avant, ils mettaient plus le côté marque en avant. Vous devez être la première marque, vous devez être tout ça. Nous, ce qu'on avait un peu en tête, c'était le fait de créer une sorte de média autour de l'ADN de la marque Life is a Joke. Et c'est surtout à chaque fois des idées de faire soit reprendre des trends et se les approprier en tant que marque, toujours avec l'ADN Life is a Joke, soit aller à la rencontre de nos clients, soit contenter nos clients, leur faire plaisir dans la rue. Il y a pas mal de micro-trottoirs. En fait, ce qu'on a voulu vraiment faire, nous, c'est véhiculer du Life is a Joke à travers le compte TikTok d'Eleven Paris. Et non pas mettre en avant du produit, des essais en boutique, des choses comme ça. Tu trouveras jamais ça sur notre compte. On va dans la rue, on lance des micro-trottoirs, on a même fait des choses avec des magiciens. Le but vraiment, c'est de véhiculer quelque chose que les gens ont envie de regarder tous les jours, tout en mettant Eleven Paris en fond. Mais je pense aussi que c'est ce qui fait que ça fonctionne. On n'est pas trop dans le commercial. C'est pas l'endroit où le faire. Tu vois, on dépense pas pour te dire j'ai dépensé 1000, donc j'ai fait tant de chiffre d'affaires. C'est pas le cas. Mais par contre, tu sais et tu le vois que ton digital augmente. 2022 versus 2021, on fait 39% de plus sur le digital. Ça vient pas de nulle part. T'as en face de ça un TikTok qui est passé de 0 à 300 000. C'est lié. Maintenant, de là de sortir une data exacte de combien ça m'a ramené, c'est quasiment impossible. Mais ça y va participer. Dans les boutiques, pareil. On est sur 20% versus l'année dernière. Forcément, ça y participe parce que quand on incentive à venir jouer, parce que c'est souvent des jeux, des concours, des points de contact, etc., ça répond présent. À partir de maintenant, là, on a fait notre levée de fonds et ça marque un nouveau chapitre dans l'histoire de Detective Box où nous, on va vraiment essayer de se défaire de notre image de e-commerçants qui vendent des boîtes et on va plutôt rentrer dans le monde de la culture et plutôt de la série et se vendre plutôt comme un Netflix, mais avec un Netflix hybride où tu as du hardware qui vient avec, donc c'est un produit tout nouveau, qui n'existe pas vraiment dans le paysage culturel français. Et ça va nous permettre de pousser aussi les histoires et de montrer qu'on fait des choses très très profondes avec des vrais scénaristes, avec des producteurs, que c'est des choses très travaillées, tandis que pour l'instant on a des pubs très produits. Et les pubs très produits, ça marchait bien jusqu'ici, mais il faut qu'on s'en sorte parce que ça réduit trop le champ de ce qu'on fait. Par exemple, un de nos objectifs pour la prochaine enquête, c'est d'avoir une star du ciné qui va être dans nos enquêtes pour montrer que en fait on est vraiment dans le divertissement et pas dans le jeu. Ce qui est top, c'est que la compétence d'attirer l'attention vers sa marque avec du média, c'est assez universel. Quand vous savez comment gagner l'attention, vous pouvez répliquer ça à peu près partout, et notamment à l'international. C'est le sujet de la partie suivante. Comment ces marques abordent le sujet de l'acquisition client quand ils dépassent les frontières hexagonales? Et est-ce que tu as observé des différences sur les marchés qui vous auraient entraîné à appliquer une stratégie différente? Alors, l'Allemagne et l'Espagne, vous l'avez attaqué exactement pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de gros concurrents qui fait que... Alors, l'Allemagne, ça marchait beaucoup plus mature, ouais. Avec quasiment tous les acteurs sur une approche très low cost. Pas beaucoup de valeur pour le client. C'est voilà le panneau, voilà les éléments autour, démerde-toi. Et nous, on arrive avec une solution design packagée, mais il faut vendre le premium. Ouais. L'Espagne, c'est un marché plus vierge, où là, il y a encore des freins, il y a de l'évangélisation à faire. Il y a des freins réglementaires qui sont pas indestructibles, mais il faut quand même investir un peu plus. Et par contre, le terrain, c'est le Far West, quoi. Donc, une fois que tu as trouvé la diligence, les chevaux, etc., ça peut aller vite, quoi. Ok, donc en fait, tu as 3 degrés. Tu as l'Allemagne très développée, très concurrentielle, ouais. L'Espagne pas du tout, et la France. Et la France en intermédiaire. C'est-à-dire que l'Espagne ressemble aujourd'hui à ce qu'était la France il y a 3 ans. On utilise un peu la même tactique ou la même stratégie que ce qu'on a fait en France. On commence par se rapprocher de leaders d'opinion, des créateurs, des influenceurs, etc. On leur livre le produit, fait les vidéos,
et après on active l'advertising. On s'est bien foiré au tout début de l'Espagne. On avait, on s'est foiré à plein d'égards, mais ce qui est cool maintenant, c'est que 2 ans après, ça cartonne et maintenant on a des bureaux à Barcelone, on a des équipes locales, on a vraiment une croissance très très forte en Espagne et franchement, on est hyper heureux de ça. Mais au début, on a fait l'erreur qu'il faut pas faire, de se dire on est à Paris, on va prendre des profils hispanophones qui donc parlent espagnol mais depuis Paris, mais... Et quel est le problème profond avec ça? Bah, t'es pas sur place, tu parles pas aux clients, t'es déconnecté du marché, t'es déconnecté du business. Enfin, non, franchement, c'est à pas faire. Et on a très bien vu. Le jour où on est arrivé sur place, c'est ça qui a fait la différence. Dans le process pour conquérir l'international, c'est votre playbook de ce qui marche dans votre pays domestique, intersection, les spécificités des comportements d'achat dans le pays que vous attaquez. Quand vous démarrez avec une grande ambition, vous pouvez un petit peu l'anticiper, comme par exemple Sonology qui vous parlait juste avant. Mais pour la plupart des marques françaises, on se pose en général sur l'étranger quand la France n'est plus assez. Voilà les potes, félicitations, vous êtes arrivés au bout de cette vidéo. Vous faites donc partie des plus grosses brutes en acquisition du pays, rien que ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si jamais vous voulez récupérer la trace écrite de tout ce que je viens de vous raconter, il y a la cheat sheet toujours linkée en description tout en haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos un peu similaires à celle-ci qui arrivent. J'en ai plein dans les tuyaux. Moi je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Théo. Tchuss.